déjà. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que tout est fonctionnel, vous connaissez la maison, petit problème technique, mais normalement tout est ok pour cette émission spéciale, les amis, où j'ai la chance de recevoir Noé Jacomet pour une émission haute en couleur avant toute forme de débat. Cher Noé, comment vas-tu? Très très bien, merci de me recevoir, j'espère que tu vas bien aussi. Merci de me recevoir et puis content de pouvoir échanger. On l'a évoqué en off, c'est rare de pouvoir discuter comme ça, donc très content d'explorer nos points de désaccord et puis sans doute nos points d'accord aussi. Je pense qu'on n'est pas nécessairement divisé jusqu'au bout. Absolument, voilà, absolument. Et c'est vrai que c'est le premier point, avant toute chose, hein, le premier point. Je veux voilà, te remercier et mettre en avant le fait qu'on va pouvoir aujourd'hui débattre. Et c'est rare, c'est rare. Donc ça fait du bien. Voilà, tu as accepté de venir sur la chaîne. En plus, je joue à domicile. Donc voilà, là, en termes de rugby, effectivement, j'ai l'avantage du terrain. Mais on va faire en sorte que voilà, tout ça se passe au second plan parce que voilà, on va parler de plusieurs sujets aujourd'hui. On va parler de toi d'abord, hein, ce que tu fais de ton côté également. Cette fameuse vidéo au centre du débat, une deuxième partie sur le portefeuille d'identité numérique et enfin la clé du débat, peut-être dubitationnisme versus complotisme. Donc, avant toute chose, cher Noé, voilà, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ce que tu fais au quotidien du côté de ta chaîne qui porte ton prénom et ton nom? Pareil, sur le nom de la chaîne, tu t'es pas embêté non plus, je crois. Non, c'est ça, mais en fait, il y avait une démarche derrière ça. Puisque t'en parles, je vais dire ça tout de suite. Pourquoi il y a mon nom comme ça et mon identité, pas de pseudo? C'était parce que j'ai remarqué en ligne que quand on est derrière un pseudo, on a une petite tendance à être un petit peu dur parfois, un petit peu agressif. Et moi, je voulais pas être dans ces démarches-là. Alors j'ai été un petit peu taquin avec toi, mais ça reste gentil, il me semble. Et c'est pour ça justement, je me suis dit, si tu te mets à ton nom, tu seras forcé d'être courtois, d'être constructif. Et donc il y avait une démarche derrière ça. Et après, plus largement, en fait, sur ma chaîne, je traite pas tellement souvent de ce genre de thématique-là. Une fois de temps en temps, oui, on arrive sur des débats un peu sur dubitationnisme, conspirationnisme, esprit critique. Mais moi, c'est pas trop le fond de ce que je fais. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de parler de philosophie. En fait, c'est vraiment l'axe principal. Et c'est pour ça d'ailleurs que justement, j'avais trouvé la vidéo où tu parlais de dubitationnisme en citant justement un article de Philosophie Magazine, je crois. Intéressante parce que c'est des sujets qui me plaisent. Et donc j'ai deux formats sur ma chaîne. Un format qui s'appelle Pop Culture, qui est celui dans lequel j'ai fait cette fameuse vidéo qui est la raison de notre discussion d'aujourd'hui. Et donc c'est un format dans lequel j'utilise, on va dire, des personnalités connues un petit peu d'internet, comme toi par exemple, ou d'autres, pour mettre en avant des réflexions un petit peu philosophiques. Et c'est pour ça que souvent, et je pense que tu l'as vu, je fais des citations, je fais des références à des auteurs. Donc voilà, ça c'est le premier format. Et puis j'ai un format podcast dans lequel sera rediffusée cette conversation qu'on a, qui s'appelle Nouveau Paradigme, où je traite de sujets finalement assez similaires, mais souvent avec des angles un petit peu moins putaclic, pour dire les choses de façon tout à fait transparente. Donc voilà ce que je fais sur cette chaîne. Et en termes de parcours, qu'est-ce qui t'a mené à ça? T'as fait des études en philosophie ou dans les domaines que t'es amené à traiter via ton média? Alors pas directement, j'ai fait des études en communication politique. Donc ça touche aussi aux thématiques que je traite parfois, parce que c'est aussi assez politique ce que je fais. Je suis pas neutre d'ailleurs, c'est peut-être le moment de le dire. Moi j'ai pas du tout la prétention d'être neutre, clairement sur ma chaîne, c'est une chaîne qui est axée à gauche. Ça veut pas dire que je pense que tous les gens de droite sont des salopards ou quoi que ce soit, hein. C'est pas du tout l'idée. Mais je pense que c'est bien de dire d'où on parle. Et après, dans la philo, en fait, j'en ai refait pendant mes études, mais en parallèle. C'est-à-dire que j'ai renoué avec la philo par des biais associatifs. J'étais dans une asso de philo. Et donc, je me suis remis à lire de la philo. Et voilà. Mais c'est quelque chose que je fais totalement en autodidacte. J'ai pas du tout de diplôme en philosophie ou quoi que ce soit, quoi.
D'accord, ok, donc le contexte est posé sur ton projet, sur ce que tu fais aussi de ton côté. Alors, on va aller tout de suite dans le vif du sujet, cette fameuse vidéo du 16 juillet 2023. Nos spectateurs peut-être l'ont vu, on en a parlé déjà dans le Juste Bistrot, on en a parlé sur les réseaux sociaux. Donc, on va pas, enfin, on va en parler de toute façon dans les détails, mais si vous ne l'avez pas vu, bah, faut vous organiser, les gars, faut vous organiser en termes d'agenda. Et voilà, avant toute chose, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur cette vidéo, sur cette thématique-là? Qu'est-ce que je t'ai fait, mon pauvre Noé? Alors, tu m'as rien fait, tu m'as rien fait. Et même si je suis tout à fait transparent, je me suis permis d'être un peu taquin parce que sur le fond, moi j'aime bien ça aussi, l'ironie. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre. Je pense que l'ironie a ses problèmes. Et on y viendra. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'en parler? Alors, il y avait déjà ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire l'article de Philomag, avec lequel j'étais plutôt d'accord avec toi d'ailleurs, sur la distinction à faire entre dubitationnisme et conspirationnisme. Et puis après, il y avait, c'est vrai que je vois tes vidéos passer de temps en temps, et une fois de temps en temps, il y a un truc qui me chagrine quand même, tu vois, il y a un truc qui me chagrine, d'une part sur le ton, mais aussi sur le fond du propos, qui est, là par exemple, la fameuse histoire de la coke à Biden, enfin l'éventuelle coke à Biden. Voilà, c'était des choses où je me disais, il y a un petit potentiel raccourci qui est fait, et ça me dérange un peu. Non pas que je pense que c'est impossible que ce soit la coke de Biden, mais de Hunter Biden, mais voilà, tu vois, je me disais, il y a des pistes qui sont pas explorées dans l'explication qu'en fait Rémi, et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que du coup, ça donne une saveur à ton propos qui... Alors, moi, je sais pas exactement quel est le fond de ta pensée à toi. Par contre, je sais que dans tes spectateurs, j'en ai vu, il y en a qui m'ont alpagué. Il y en a qui ont une petite tendance c'est ce que je te disais, à la conclusion hâtive. Et là, ça s'est vérifié avec cette histoire, justement, de coke. J'ai même un petit tweet que je te lirai tout à l'heure, si tu veux. Mais donc voilà, c'était des choses qui me semblaient justement propices à débattre. Absolument, absolument, et c'est vrai que cette vidéo on va entamer avec ça parce que forcément, voilà, c'est l'esprit du sport, c'est l'esprit rugby. Je joue dans mes 22, donc je suis obligé de me défendre, bien évidemment. Et point par point, je voulais rebondir avec toi et creuser un petit peu ce que tu dis et ce que tu peux reprocher à ces vidéos-là, qui sont effectivement pas exemples de tout reproche. Et la première phrase qui tout de suite m'a beaucoup intéressé, c'est quand tu évoques le conséquentialisme. Hein, tu dis voilà, chercher à sourcer son propos, à pas dire de conneries et à être méthodique méthodologiquement rigoureux, c'est juste la base si tu veux faire de l'opinion sur Internet et que tu es un tout petit peu conséquentialiste. Alors, sur les attentes que tu as vis-à-vis de moi et voilà, que tu pourrais aussi avoir vis-à-vis de toi, on y reviendra notamment sur le lien entre Hunter Biden et la cocaïne. Sur le conséquentialisme, je voulais que tu puisses expliquer en fait à nos spectateurs de quoi il s'agit et pourquoi cette approche-là pour toi est primordiale. Je te remercie. Excellente idée de me poser cette question parce qu'effectivement, c'est un terme qu'on n'entend pas forcément tous les jours. Et justement, c'est un concept philosophique. Le conséquentialisme, en fait, c'est un terme qui a été proposé par une philosophe du XXe siècle qui s'appelait Elisabeth Anscombe. C'est une disciple, on va dire, en tout cas une élève de Wittgenstein, qui a un haut nom de la philosophie du XXe siècle, et qui donc proposait cette notion de conséquentialisme qui est donc vraiment cantonnée à ce qu'on appelle l'éthique, enfin la philosophie morale. Et en fait, le conséquentialisme, c'est très simple comme idée. C'est simplement que quand on veut émettre un jugement moral, quand on veut faire des propositions comme ça dans ce domaine-là, il faut prendre en compte les conséquences, qu'elles soient prévisibles ou pas, des actes ou même des propos. Voilà. Et donc c'est pour ça que je trouve ça important de garder ça en tête, et c'est quelque chose que j'essaye de faire. Pas toujours en réussissant d'ailleurs, mais voilà, j'essaye d'être moi aussi conséquentialiste dans ma façon de faire. Et juste, petite parenthèse, je faisais cette précision-là, pas tellement par rapport à toi, mais par rapport à d'autres gens qui m'ont traité... il y a notamment un streamer de gauche qui m'avait dit, quand j'étais dans une des rares vidéos où je fais ça, il m'avait traité de zététicien casse-couille. Moi, je me considère pas comme zététicien. Déjà, je trouve que le mot est horrible. Et en plus, pour moi, l'esprit critique, ce genre de choses-là, c'est des outils, c'est pas du tout une fin en soi. Et donc c'est pour ça que je fais cette précision. Et encore une fois, le but de ma chaîne, c'est pas de faire de l'esprit critique ou de la zététique ou je sais pas quoi, c'est de parler de philosophie. Absolument. Et donc sur le conséquentialisme, c'est vrai que je pense que ça va être l'un des fils rouges de l'échange qu'on a aujourd'hui parce que c'est l'un des fils rouges et surtout l'un des premiers points où je pense qu'on sera pas d'accord. Ça va être l'un des premiers points différenciants parce que prendre pour moi les conséquences comme seul critère normatif en substance, je pense sincèrement que c'est pas nécessairement une erreur, mais que ne prendre que cela, ça me semble extrêmement complexe et je comprends peut-être
encore moins la raison de ta venue sur Juste Milieu, dans la mesure où, si j'en crois ce que tu peux dire de la qualité de mes vidéos, j'ai des propos qui sont inexacts, faussés et qui peuvent être trompeurs pour les spectateurs. Donc sur le plan conséquentialiste, je t'avoue que tu viennes sur ma chaîne et donc que potentiellement tu puisses intéresser des gens à mes propos fallacieux, sur le plan conséquentialiste, c'est une erreur. Alors c'est plutôt l'inverse déjà, parce que je pense que je t'apprends rien, mais on n'a pas les mêmes audiences. Donc à mon avis, Rémi, si quelqu'un fait de la pub à l'autre, c'est plutôt toi qui me fais de la pub. Ah mais moi je suis pas sur ce rapport-là, moi je suis là pour défendre les idées et la rigueur, donc c'est pas... J'entends bien, mais ce que tu dis là, c'est en fait mettre en avant ton contenu, c'est d'un point de vue conséquentialiste dangereux. Alors déjà, moi je pense que faut quand même garder raison. J'ai vu des gens de ta communauté qui ont dit des choses que je trouvais vraiment fausses et dangereuses, mais j'ai aussi vu des gens beaucoup plus raisonnables. Et de la même manière, il y a des gens qui ont été un peu agressifs et il y a des gens qui apprécient ce que tu fais, qui étaient tout à fait gentils et bienveillants avec moi. Donc c'est pas, il faut pas prendre ça comme une espèce d'attaque monolithique. Rémi est une mauvaise personne, ce qu'il fait est dangereux. Non, ce que tu fais est critiquable et peut-être dangereux de mon point de vue dans une certaine mesure auprès de certaines personnes, mais c'est pas quelque chose de global. Et puis surtout, le fait de critiquer, justement, le fait d'apporter de la contradiction, ça, d'un point de vue conséquentialiste, c'est quelque chose qui peut avoir, de mon point de vue, des effets bénéfiques. Tu vois ce que je veux dire ? Absolument, mais cette critique, est-ce qu'elle est, et on va y venir petit à petit, est-ce qu'elle est nécessairement sur le fond ou plutôt sur la forme ? Et parce que c'est cette fameuse phrase à un moment donné que j'ai trouvée... Sur la rhétorique, c'est intéressant. Sur le plan rhétorique, c'est intéressant. Tu parles de la ligne de juste milieu, un petit peu compatible avec les positions de l'alt-right américaine, je te cite. Mais tu ne dis pas ça pour faire du déshonneur par association. Non. Donc du coup, moi j'ai une autre question. Est-ce que tu souhaites décapiter Olivier Dussopt ? Je peux décapiter personne. Parce que tu as participé, on est d'accord, tu me corriges, tu as participé à l'événement Grevens le 28 mars 2023 en présence de Thomas Porte, c'est ça ? Oui, voilà, il y avait tout un tas de... Oui. Thomas Porte qui posait avec ce pied sur ce fameux ballon représentant la tête d'Olivier Dussopt au moment de la réforme des retraites, on est d'accord ? On est d'accord. Donc, est-ce que tu es soit un fervent soutien de Jean-Luc Mélenchon ou un éventuel bourreau d'Olivier Dussopt ? Non, ni l'un ni l'autre. Mais c'est marrant que tu me poses cette question parce que... Justement, ces streamers de gauche qui m'étaient tombés dessus il y a quelques mois partaient aussi du principe que j'étais insoumis parce que je me suis associé au Greve Event. En réalité, non, je suis pas du tout insoumis, j'appartiens pas à aucun parti. Et d'ailleurs, on va être même totalement transparent sur mes votes. Par exemple, j'ai voté blanc dès le premier tour en 2022, et donc blanc au second tour aussi, évidemment. Donc non, j'appartiens pas à la France insoumise et je me suis... associé au Greve Event parce que je trouvais que c'était important d'aider à ma modeste échelle à financer les caisses de grève pour les éventuelles personnes qui étaient mises en danger financièrement dans le cas des manifestations contre la réforme des retraites. Donc on est d'accord que ce lien que je fais de manière volontairement absurde, on est d'accord que ce lien n'a pas de sens. C'est-à-dire, oui, alors c'est parce que là, tu essaies de me faire dire que je t'ai fait du déshonneur par association, contrairement à ce que je dis. Mais encore une fois, moi, je t'associais à la position de l'alt-right par rapport à des propos que tu as tenus, pas par rapport au fait que tu es idéologiquement un méchant comme l'alt-right. En plus, moi, je suis pas, tu vois, comme je te l'ai dit, je suis pas tellement partisan dans le contexte américain. Les démocrates, ils ont pas tellement non plus une grande sympathie pour moi, donc voilà, mais peut-être on peut parler des sujets justement sur lesquels je te trouverais proche avec certaines positions de l'alt-right. C'est peut-être ça qui est intéressant. Absolument, on pourra tout à fait y venir, mais dans un premier temps, les sujets qu'il y a dans cette vidéo et qui sont, voilà, on l'a dit, on allait le décortiquer point par point, parce que c'est vrai que tu évoques, me concernant, une méthode scientifique un petit peu souple. Alors j'ai été doublement étonné parce que la souplesse n'est généralement pas ce qui me caractérise, et une méthode scientifique, alors j'ai découvert que je faisais de la science. Et là, je voulais avoir vraiment ton éclairage sur ce point-là. J'ai cette impression qu'il y a souvent ce rapport à la science. Alors que la dernière fois que j'ai mis une blouse, c'était carnaval, quoi. Pourquoi parler de méthode scientifique alors que je suis simplement un citoyen qui traite d'actualité ? Parce que je pense qu'en fait, on accorde tous une certaine valeur à la méthode scientifique, la démarche scientifique, c'est-à-dire le fait d'émettre des hypothèses, de faire en sorte qu'elles soient, on appelle falsifiables, c'est-à-dire qu'on puisse vérifier qu'elles sont vraies ou fausses, qu'elles soient testables, qu'elles soient, qu'elles soient en fait, si elles sont validées, qu'elles soient vraies jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et voilà, moi, il me semble pas que tu ne t'inscris pas là-dedans. C'est-à-dire que j'imagine que tu es
comme la plupart des gens, capable de dire j'ai eu tort quand on t'apporte la preuve que tu as eu tort. Absolument. Et de fait, c'est ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé de faire en regardant ta vidéo. Mais c'est vrai qu'il y a eu des points où je me suis dit, bon, c'est un petit peu curieux, notamment sur l'invalidation d'une idée d'ailleurs que je n'aimais pas, hein, qui serait de dire que la cocaïne retrouvée à la Maison-Blanche serait celle d'Hunter Biden. Tu noteras que je ne le dis jamais dans la vidéo. Alors effectivement, il y a cette ironie qui peut laisser le deviner, on y viendra. Par contre, j'ai pas bien compris ton argument de dire que j'avais oublié de préciser que dans l'aile ouest de la Maison-Blanche, il n'y avait pas que le bureau ovale. Effectivement, il y a d'autres gens qui y travaillent, ça j'en conviens, mais on est d'accord qu'on parle pas du Intermarché de Montélimar non plus. On parle de la Maison-Blanche, donc les gens qui s'y rendent sont, je l'espère, un minimum contrôlés. Alors, évidemment, pas du. C'est quoi que tu as dit, Intermarché de Montélimar? On est d'accord. D'ailleurs, peut-être qu'ils sont contrôlés aussi au Intermarché de Montélimar. Mais si tu veux, le problème, c'est de parler d'un élément de cette affaire et de pas parler des autres éléments. C'est ça que je veux dire. L'omission, pour moi, c'est important parce que encore une fois, ça teinte ton discours dans une certaine mesure. C'est-à-dire que si tu dis ouais, on a trouvé de la coke à la Maison Blanche, tiens, et en passant, bon, on sait que Hunter Biden est amateur, c'est ce que tu as dit. Effectivement, t'as pas affirmé que c'était sa coke, mais tu vois, il y a quand même le discours est infusé d'une certaine manière. On est d'accord quand tu dis ces deux choses-là sans dire que par exemple il y a tout un tas. Moi, j'ai pas regardé les effectifs exacts, mais je pense qu'il y a des dizaines de personnes qui travaillent là parce que si tu regardes les staffs des différents pontes qui bossent dans l'aile ouest de la Maison Blanche. Il y a le président, il y a le vice-président, il y a leurs différents conseillers, il y a le porte-parole de la Maison Blanche, il y a le chef de cabinet de la Maison Blanche. Donc voilà, j'ai pas les chiffres précis, mais tous ces gens-là, ils ont des équipes qui sont certes contrôlées, mais enfin bon, dissimuler quelque chose sur soi, j'imagine que c'est tout à fait faisable. Sinon, je vois pas d'ailleurs comment cette coque serait rentrée dans la Maison Blanche. Donc voilà, je trouvais ça important de préciser ça parce que, et on va y venir justement, pour moi, tu laisses entendre que l'une des pistes les plus probables, c'est que, mais peut-être tu vas me corriger si c'est pas ce que tu penses, c'est que ce serait la coke de Hunter Biden. Or, pour moi, c'est tout à fait discutable. Et c'est vrai. Et c'est vrai que là, voilà, on a un point d'accord et je suis extrêmement content parce que je suis tout à fait d'accord avec toi que l'omission peut être problématique quand on traite d'actualité. L'omission, tout comme la fausse accusation. C'est-à-dire que quand dans cette vidéo, tu expliques que il n'y a aucun lien, que le lien entre Hunter Biden et la cocaïne retrouvée à la Maison-Blanche, en tout cas aucun lien potentiel, on a cette fameuse visite d'Hunter Biden à la Maison-Blanche 14 jours avant, ce qui ne t'empêche pas, parce que par omission, vu que semble-t-il tu n'étais pas au courant et tu ne l'évoques pas, ce qui ne t'empêche pas de dire que, à un moment donné, sur la fin de ta vidéo, tu dis, est-ce qu'il a des preuves que les deux sont liés ? Absolument pas. Mais en tout cas, la visite d'Hunter Biden, tu sembles l'avoir omise. Donc, c'est là où on va commencer à toucher petit à petit les points dérangeants, en tout cas à mon sens. C'est que tu dénonces des choses dont tu te rends toi-même coupable. Et quand bien même ce serait vrai, ça n'invalide pas nécessairement mon propos. Mais tu as raison, je l'ai omis. Je l'ai omis non pas par choix, mais par ignorance. Cela étant, ça change pas vraiment le fond du problème. C'est-à-dire que oui, tu m'as rappelé à l'ordre là-dessus et tu as bien fait, mais est-ce que ça rend cette thèse beaucoup plus crédible, tu vois ? T'as dit 14 jours, je crois que c'est 13 jours, parce que du coup je me suis renseigné. Il était là, effectivement, à la Maison Blanche, 13 jours avant. Déjà, est-ce qu'il est passé dans l'aile ouest ? Je sais pas. Je sais pas si toi tu le sais. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a omis tous les deux. Et puis surtout, 13 jours, tu vois, moi, un réflexe que j'ai quand je suis mis devant ce genre d'hypothèse, c'est de me dire, attends, qu'est-ce qu'on me demande de croire là ? Donc faisons l'expérience, qu'est-ce que tu me demandes de croire ? Est-ce qu'il serait venu là, donc 13 jours avant, il aurait décidé de se faire un rail de C, et le sachet serait resté 13 jours sans être découvert ? Tu vois, tu vois, est-ce que c'est probable ? Moi, je dis pas que c'est impossible. Je dis que ça me paraît pas très probable parce que, en fait, dans les sphères du pouvoir, c'est connu qu'il y a des gens qui sont amateurs de C, et donc ça me semble pas du tout déconnant d'imaginer qu'un membre du staff d'un des grands pontes qu'on a évoqué plus tôt soit amateur de coke. Absolument, mais je crois que l'une des différences que l'on a tous les deux, c'est que lorsque je ne sais pas des choses et lorsque je trouve qu'il y a des zones d'ombre sur des événements, je ne m'empresse pas d'accuser les autres de tenir des explications qui sont faussées, dans la mesure où sur cette histoire d'Hunter Biden, qui en vérité est un sous-sujet, on va enchaîner rapidement, mais juste pour te dire qu'au fond, nous avons exactement la même somme d'éléments sous la main. Et la différence entre toi et moi, c'est que je ne te fais pas un procès d'omission ou de volonté de trahir le réel ou quoi que ce soit. Donc on est sur une différence de posture morale, me semble-t-il. C'est pas tellement une question morale parce que, en fait, déjà le procès c'est un terme un peu fort, la critique que je te fais, c'est pas...
de vouloir tronquer la vérité, parce que encore une fois, je sais même pas exactement ce que tu penses, vu que tu ne le dis pas. La critique que je formule, c'est que par ton discours, tu orientes dans une certaine mesure ton public vers certaines conclusions. Alors que, comme tu l'as dit, tu n'as pas tous les éléments en ta possession. Et alors après, sur le fait que moi je te fasse un reproche et que toi tu m'en fasses pas, bon, déjà là tu es en train de m'en faire. Et puis en plus, je veux dire, sur ta chaîne, j'ai suffisamment regardé pour avoir vu que t'hésitais pas à faire des reproches aussi à d'autres personnalités. D'ailleurs, certains avec lesquels je suis plutôt d'accord. Hein, quand tu fais des reproches à Marlène Schiappa, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais voilà, la posture morale, chacun est dans une posture plus ou moins morale quand on a trait à des considérations qui ont des impacts moraux. Et c'est pour ça que je parlais de conséquentialisme. Donc voilà, il faut quand même garder ça en tête. Je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'on va enchaîner parce que là, on balaye un sujet pour, voilà, en guise d'introduction. Et on va aller sur la deuxième étape de montagne de notre échange avant d'aller au fond du sujet. Mais je pense que chaque point, en fait, nous permet gentiment de creuser la question et de mettre en lumière vraiment ce qui nous oppose. Dans ta vidéo, là encore, tu évoques donc ce fameux portefeuille d'identité numérique. Et là, c'est vrai que j'ai commencé à bondir sur ma chaise et je peux te dire que sur le plan de la gravité, il en faut. Là, tu as un raisonnement et là, vraiment, j'aimerais beaucoup que tu puisses m'éclairer là-dessus. En termes de contrôle de population, tu ne vois pas de différence entre un portefeuille normal dans lequel nous avons des documents d'identité physique et ce projet de portefeuille numérique. Tu me dis même, hein, il y a un moment où il faut étayer ta position, il faut argumenter. Et là, j'avoue que j'ai vraiment du mal à te suivre. Alors, déjà, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'évidemment que je vois des différences. Ce que j'ai dit précisément dans cette vidéo, c'est que le portefeuille qu'on a, le portefeuille physique qu'on a actuellement, c'est-à-dire avec des papiers d'identité comme la CNI, comme le passeport, etc., c'est déjà une forme de contrôle des populations et qu'en plus, ces éléments, ils sont présents dans des bases de données numériques. Je veux dire, si tu regardes tous les sites liés à France Connect, à NTS, etc., c'est des bases de données numériques qui possèdent ces informations. Et moi, là où je te demande d'étayer ta position, c'est pas sur en quoi c'est différent intrinsèquement. Je veux dire, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi est-ce que quand c'est numérique avec un passeport, un portefeuille numérique européen, c'est dangereux, alors que quand c'est recensé par France Connect, ça ne l'est pas. Dans ce portefeuille d'identité numérique, dans le projet de la Commission européenne, il y a quoi comme document ? Alors là, je te laisse me le rappeler parce que j'ai pas ça en tête. Voilà, et c'est peut-être le problème. Au risque d'être un petit peu dur, c'est que tout comme tu m'invites à le faire, je crois qu'il faut travailler ces sujets, que tout le monde le fasse. Parce que là, on ne parle pas seulement de carte d'identité, on ne parle pas seulement de permis de conduire, on parle de prescription médicale, on parle d'ouverture de compte bancaire, de ligne téléphonique, même de documents d'inscription à l'école. J'ai vu ça. Tout ça est sur le site de la Commission européenne. Bien sûr, je te partagerai les sources avec plaisir. Mais c'est juste pour... aussi, voilà, que moi je puisse me défendre et peut-être même porter une première estocade, c'est que là, je crois sincèrement qu'il y a des reproches qui me sont faits et que je prends volontiers, mais j'ai gentiment commencé à imaginer ce que donnerait Noé Jacomet qui fact-check Noé Jacomet. Parce que je ne suis même pas certain que tu sois d'accord avec toi-même. Parce que là, en l'occurrence, j'ai bien senti que le reproche que tu faisais sur la comparaison entre portefeuille d'identité physique et portefeuille d'identité numérique ne s'appuyait pas sur la lecture des sources que j'avance dans la vidéo. Et ça, c'est regrettable. Alors, si, détrompe-toi, j'ai lu par exemple ton article publié sur ton site, juste au milieu, celui dans lequel il y a la pétition. Et en fait, là où il y a un parallèle à faire entre le portefeuille numérique de cette nature-là et éventuellement un scénario catastrophiste, parce que c'est ça en fait, mon reproche fondamental. T'as raison de m'épingler sur les détails, oui, effectivement, je suis pas tout à fait carré là-dessus. Moi, ce qui est important pour moi, c'est quel parallèle on peut faire entre ce portefeuille numérique qui, selon toi, est potentiellement extrêmement dangereux, et d'autres choses qu'on a déjà vues. Et ce parallèle que tu mentionnes pas là, et je note que tu ne le mentionnes pas, qui était fait dans ma vidéo, c'est celui que je faisais avec la période Covid, qui a été une période de crispation pour énormément de gens, parfois pour des bonnes raisons, parfois pour moins bonnes raisons. Et à cette période, dans ma vidéo, je le rappelle, quand il y a eu le pass notamment, on a eu, je crois que c'était début 2022, tout un tas de gens qui nous disaient « Mais attention, c'est le début de la fin, on va être contrôlé tous les 3 mois, on va devoir avoir une dose obligatoire, etc. » Voilà, on était dans un scénario catastrophe de nature totalitaire qui ne s'est pas avéré être réel. On est d'accord là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être potentiellement vrai pour
ton pronostic à toi, qu'encore une fois, tu ne détailles pas en plus. Donc il y a peut-être un petit manque de courage là aussi, tu vois. Peut-être qu'il faut assumer un petit peu ce que tu penses. Alors, c'est-à-dire que, Parce que sur ce point-là, un manque de courage face à un manque de sources, honnêtement, je préfère choisir mon camp. Ensuite, étayer. Attends. Ma vidéo, il y a des sources aussi, hein. Je sais pas si tu les as lues, mais voilà, c'est pas, il y a pas un manque de sources. On n'a pas toutes nos sources en commun, et je suis pas sûr que tu aies lu toutes les miennes non plus. Donc, ce petit jeu-là. En l'occurrence, moi, j'ai lu les sources des sujets desquels je parle. Donc, Oui, concernant aussi, le portefeuille d'identité numérique, j'ai lu ces sources-là car je parle de ce sujet-là. Ensuite, pour pointer du doigt, pour évoquer ce que tu dis en parlant de manque de courage, bon, qui en soi d'ailleurs, on le notera, une attaque ad hominem, mais qu'importe. Attends. Pas plus que celle que tu as faite jusque-là. Quand tu dis que je manque de travail, c'est des attaques ad hominem aussi. Non, tu vois, moi je veux bien aller sur ces terrains, mais on va pas avoir un débat très apaisé et très constructif si on commence à être là-dedans. Parce que comme tu l'as dit toi-même, tu es en train de porter des estocades. Bon voilà, moi je peux le faire aussi. Je trouve que c'est pas très intéressant, tu vois. Donc il y a un moment où il faut que tu choisisses, Rémi, entre qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux être à charge? Est-ce que tu veux montrer que c'est toi qui es supérieur? Ou est-ce que tu veux qu'on ait un débat constructif? C'est à toi de voir. Moi je suis ouvert aux deux options, mais je pense que la plus intéressante, c'est qu'on ait un débat constructif. On essaye aussi de trouver là où on peut tomber d'accord. Cher Noé, c'est un constat. Je t'ai demandé ce qu'allait intégrer comme document le portefeuille d'identité numérique. Tu n'as pas été capable de me le dire. C'est vrai. Je ne te dis pas c'est bien, c'est pas bien. Je ne te dis pas que tu manques de courage ou que tu manques pas de courage. C'est un constat. Donc moi, je pars juste du principe, si tu veux, que... Mais tu rajoutes ça en disant oui, t'as pas travaillé. Mais non, en fait, c'est plus compliqué que ça. J'ai parlé d'autres sujets dans cette vidéo. Et donc si je peux juste finir. Vas-y. Moi, je pars juste. J'aime bien les métaphores avec le sport, c'est-à-dire que on répond avec les règles du jeu. Donc, moi, tu fais une vidéo pour pointer du doigt mon manque de travail. J'ose espérer que tu ne me reproches pas d'en faire de même. Point. Mais c'est même pas une question de travail. Excuse-moi, Rémi. C'est pas ça. Moi, je crois pas avoir parlé de travail dans ma vidéo. C'est une question de, en fait, encore une fois, de quoi tu parles, quelles sont les prévisions que tu fais et qu'est-ce que tu ne dis pas. Alors, allons sur ce point-là, sur le parallèle avec le crédit social, que je fais bien volontiers et que je referai aussi aujourd'hui. On est d'accord qu'on parle d'une hypothèse. C'est-à-dire que tous les deux, d'ailleurs peut-être même de manière encore plus légère, on parle d'un pronostic. C'est-à-dire qu'on parle d'une situation à advenir. On n'est pas en train de parler de quelque chose de présent. Et c'est là où, quand tu prends l'exemple du Covid-19, dans le fond, je crois que oui, tu as raison. Mais je crois aussi que, presque philosophiquement, il est difficile d'avoir raison a priori. Parce que sinon, ça s'appelle quasiment de l'astrologie. C'est-à-dire, c'est le matin, tu ouvres le 20 minutes, vous allez rencontrer la richesse, si vous êtes scorpion, admettons, tu trouves une pièce de 20 centimes, tu dis « Ah bah super, l'astrologue avait raison ». L'horoscope, du coup, c'est l'horoscope, pardon. Donc là, on est sur un biais de confirmation où tu dis, vous avez vu, on vous l'avait bien dit, on a dénoncé les gens qui redoutaient un abonnement d'une dose à faire tous les 3-6 mois. D'ailleurs, tu noteras qu'on n'en était pas vraiment si loin dans un premier temps. On allait jusqu'à 5 doses, qui n'étaient pas obligatoires, mais qui ne l'ont jamais été. Ça, c'est encore autre chose. Mais par là, pour moi, tu n'as pas raison. Ton pronostic s'est avéré. Avec le temps, le réel a abondé dans ton sens. Mais aujourd'hui, avec le crédit social, l'éventuel crédit social à l'européenne, je ne peux que me contenter de poser ce pronostic-là. C'est comme un faisceau d'indices, comme un inspecteur de police qui collecte ces indices, qui les compile et qui dit, voilà, potentiellement, ça peut être ce tueur-là. En l'occurrence, pour un tueur, c'est dans le passé. Mais là, je fais un pronostic sur le futur. Donc, dans le fond, c'est juste une somme d'éléments qu'on peut s'opposer tous les deux. Mais après, entrer dans le jugement moral de « ouais, mais tu n'étayes pas, tu ne prouves rien », je ne peux pas prouver le futur, malheureusement. Attends, c'est pas ça. C'est-à-dire que moi, je te demande pas de prouver le futur, je te demande de me donner des arguments. Juste, tu vois, c'est ça le reproche fondamental que je te faisais. C'était de dire, en fait, ok, il y a ces éléments que tu mentionnes que j'avais pas en tête, c'est ma faute. Très bien, dans ce portefeuille numérique. En quoi est-ce que ces éléments qui sont présents risquent d'engendrer un crédit social à l'européenne, comme tu le dis. Et moi, je te dis même pas que c'est impossible. C'est pareil, c'est comme sur la coke à Hunter. C'est ce que je dis dans la vidéo. D'ailleurs, je suis un peu agnostique sur cette question. Ce que j'aimerais, c'est que tu me donnes des billes convaincantes, tu vois. Et là-dessus, je trouve que voilà, il y en avait pas vraiment. Avec plaisir, mais des billes, je peux t'en donner. C'est-à-dire que comment tu appelles un État, ou en tout cas une organisation étatique, qui a la main, qui détient le robinet sur
le fait de délivrer des papiers d'identité, des accès à des comptes bancaires, des accès à des lignes téléphoniques, des accès à l'éducation, des accès à la santé, des accès à la consommation, que du jour au lendemain, cet État peut ouvrir ou fermer le robinet en fonction du comportement du citoyen. Ou alors, ça c'est la possibilité 1, la question 1, comment appelles-tu ça? Tiens, on va faire dans l'ordre. Comment appelles-tu ça? Est-ce que c'est un crédit social ou le projet de liberté vendu par l'Union européenne depuis des décennies? Ouais, bah alors là, on est face à un peu un faux dilemme parce que j'appellerais ça ni l'un ni l'autre. Tu vois, t'as l'impression que c'est un peu pitch again face super là, ta question. Non, mais je veux dire, c'est pas parce que l'Union européenne. Attends. Je t'ai laissé finir tout à l'heure. Je peux bien finir. C'est pas parce que l'Union européenne décide d'avoir ce type de directives et d'options pour les citoyens de l'Union européenne que tout de suite ça va basculer dans le totalitarisme. Et en plus de ça, j'aimerais juste faire une parenthèse là-dessus. Je suis même pas, moi, un grand défenseur de l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est là aussi où j'aurais bien aimé qu'on parle de ça, tu vois. Et là, on est dans un truc très confrontationnel. Moi, je peux avoir des sympathies avec toute une partie du discours souverainiste. Parce que oui, il y a un déficit démocratique qui est évident en UE, mais le déficit démocratique de l'UE n'implique pas nécessairement une dérive ou un déferlement totalitaire comme j'entends chez certains. Mais alors, pourquoi l'Union européenne veut faire ça? De ce qui était présent dans les docs que tu m'accuses de n'avoir pas lu, on avait ce petit extrait de Van der Leyen qui expliquait que c'était aussi justement une mesure de coercition à l'encontre, par exemple, des GAFAM, ou en tout cas à l'encontre des entreprises privées qui demandent justement les données numériques des citoyens de l'UE. Et tu vois, c'est là où peut-être on ne sera pas d'accord, parce que moi, étant quand même sur certains aspects eurosceptiques, je suis aussi capable de reconnaître que parfois l'Union européenne arrive à faire des choses bien, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est pas forcément quelque chose qui, toi, te semble évident. On avait dit pas de procès d'intention. J'ai l'impression, justement, quand je te pose une question comme ça, c'est une invitation à me donner le fond de ta pensée, tu vois. Qu'on sorte un petit peu de l'ironie, qu'on sorte un petit peu, voilà, du discours flou et que tu me dises ce que tu penses. Non, mais alors déjà, justement, pour ne pas être dans des discours flous et erronés, l'extrait d'Ursula von der Leyen que tu cites, tu le cites parce qu'il est sur ma pétition et c'est un extrait qui n'a rien à voir avec le texte. J'ai trouvé ailleurs, sur un site Europa, je sais plus quoi également. Absolument. Et c'est un texte qui n'a rien à voir parce que moi je cite l'article de la Commission européenne paru le 10 juillet. Ah oui, sauf que, en fait, si je me permets juste d'interjecter ici, l'Union européenne, elle a fait aussi, là, tu vas voir que si j'ai un petit peu travaillé, contrairement à ce que tu dis, l'Union européenne, elle a poussé un certain nombre de choses sur les questions de protection des données depuis des années. Le droit à l'oubli, ça existe en France, mais il y a aussi une version européenne du droit à l'oubli. Alors je crois que ça s'appelle Data Protection, quelque chose comme ça. C'est un texte qui a été voté en 2014. Et en fait, dans ces directives-là, on voit déjà qu'il y a les prémices de ça, c'est-à-dire qu'en fait, ce soit important d'appliquer les règles de l'Union européenne à la protection des données, y compris quand le traitement de ces données se fait à l'étranger par des entreprises implantées sur le marché européen, etc. Oui, alors en cela, effectivement, magnifique transition, je te remercie parce que sur cette question des données qui est au centre du jeu avec effectivement ce projet de portefeuille d'identité numérique, et je répondrai après à ta question de ma vision sur l'Union européenne avec grand plaisir, mais justement ça donne un élément supplémentaire. Quand tu parles de protection des données et aussi dans la logique où tu évoques dans ta vidéo le fait que je ne parle pas du rôle des entreprises, c'est ça? Du lien entre ce projet et les grandes entreprises, c'est ça? En tout cas, oui, dans cette vidéo sur le portefeuille, oui. Alors, en tout cas, à 16 minutes 38, j'en parle. Voilà, juste pour te le préciser. J'évoque l'accord cadre signé également le 10 juillet 2023, hasard du calendrier, pour le transfert des données. Tu m'as compris. Je peux juste vas-y, je te laisse finir. Pour le transfert des données de l'Union européenne vers les États-Unis et en l'occurrence les entreprises américaines parce que ça n'est pas l'État américain qui collecte tout ça. Donc j'évoque cela parce que c'est la seconde lame de ce projet. Je vais répondre là-dessus. Là, c'est toi qui me fais un peu un procès parce que évidemment, dit comme ça, on a l'impression, oh, tu l'as mouché. Mais en fait, ce que je dis, c'est plus précis que ça. Ce que je dis, c'est que t'es très très critique. C'est ça le fond de mon propos. T'es très très critique de l'Union européenne. Et moi aussi, par certains aspects, je peux l'être. Mais je ne te vois pas être très très critique des entreprises, d'ailleurs qu'elles soient américaines ou autres, qu'elles soient chinoises. Je veux dire, on a eu des confirmations récemment que les données utilisateurs de TikTok pouvaient être écoutées en Chine.
Voilà, c'est quelque chose qui a l'air de t'alarmer moins. En tout cas, dans cette vidéo, tu parles pas de choses comme ça. Et donc, encore une fois, on en revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui sont omises, et ça donne une orientation à ton propos. Tu vois. Est-ce que tu as vu, cette orientation, elle peut être critiquable. Est-ce que tu as vu le passage à 7 minutes 38 de cette vidéo où j'évoque le lien avec les grandes entreprises? Est-ce que tu l'as vu? J'ai vu la vidéo en entier, donc tu vois, si tu me dis 7 minutes 38 de tête, je vais pas 16. pouvoir te dire 7 minutes 38. Voilà, ce Oui, que mais je bon. peux te dire, c'est que c'était pas équilibré, il me semble. Si tu veux, c'est que là, je suis désolé d'être sur la forme et on viendra sur le fond juste après. Mais c'est tout à fait malheureux dans la mesure où tu me reproches des propos que je ne tiens pas et tu me reproches, quand je tiens ces propos, que oui, mais au fond, d'ailleurs, c'est à se demander si tu les as notifiés parce que tu me les reproches alors que je l'ai dit dans cette vidéo-là. Mais là, ça va devenir un petit peu compliqué. Parce que quand je dis les choses et que tu les entends pas et que tu souhaites entendre des choses que je ne dis pas, ça va être un petit peu compliqué. D'autant qu'on évoque la globalité de mon travail. Pour faire vite sur l'Union européenne et ne surtout pas éluder ta question, je pense que sur la forme, dans l'idée même de ce que proposait Victor Hugo, l'Union européenne est un excellent projet. L'idée même de l'euro, je trouve, est idéale sur le plan économique pour peser sur le plan géopolitique. L'idée de libération, de liberté de circulation, de libre circulation, pardon, des individus, des capitaux dans une certaine mesure, je trouve que tout ça est extrêmement intéressant. En revanche, et c'est ce que j'évoque dans la vidéo, ce que je dis, le fait qu'aujourd'hui, les données européennes soient dans un accord cadre, puissent tranquillement naviguer vers les États-Unis pour être exploitées par les GAFAM, en gros, c'est bien la preuve qu'avec déjà dès Lamgoth, en fait, en 1946, je t'apprends rien, on a un projet européen sous tutelle américaine. Et c'est ça qui aujourd'hui me pose sérieusement problème, c'est cette soumission aux États-Unis qui se matérialise dans ce projet de portefeuille d'identité numérique qui vise seulement à collecter des données comme une sorte d'Eldorado infini et transférer ces données aux États-Unis. Et ça me pose sérieusement problème. Ça, c'est intéressant, tu vois. Donc là, on en arrive, je sais pas combien ça fait, 40 minutes déjà, on arrive à des sujets qui sont des sujets de fond. Ça a été long quand même. Et je trouve que c'est bien qu'on puisse en arriver. Et tu vois, c'est quelque chose, et là-dessus, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça dommage que tu ne mettes pas ça plus en avant dans tes formats où tu fais beaucoup d'ironie. Il s'agirait de les regarder tous. C'est ça le problème. C'est que non, mais tu as un avis globalisant. Moi, je ne parle pas de l'intégralité de tes vidéos que je ne connais pas. Donc, tu vois, ça aussi, c'est problématique. Ça, moi non plus, je parle pas de l'intégralité de tes vidéos, Rémi. C'est normal. Alors, comment peux-tu savoir que je ne parle pas de ces sujets de fond? Mais c'est pas ce que je dis, c'est que c'est pas proportionné. C'est ça que je dis. Mais tu vois, il y a quelque chose. Et surtout, en fait, en termes de ton, je veux dire, quand tu regardes tes vidéos, c'est beaucoup de, je crois que c'est ton slogan d'ailleurs, c'est beaucoup de rigolade. Et c'est pas grave, il y a pas de problème avec ça, mais du coup, dans les faits, j'imagine, il faudrait quantifier ça, mais je pense que tu peux peut-être me le dire. En quantité, c'est la majorité de ton propos, et surtout sur le ton de l'humour, en tout cas dans le format La farce tranquille. Si tu veux, au vu de cet argument, pour quelqu'un qui se plaignait qu'il ait fallu 40 minutes pour atteindre le fond, j'aimerais qu'on y reste. Parce que parler de la quantité d'humour dans mes vidéos, je suis désolé, mais on n'est pas franchement au fond. Mais attends, c'est dingue ça, on n'arrive pas à parler de manière apaisée. La raison pour laquelle je te parle de l'humour, c'est justement parce que je trouve que ça manque de fond. Tu vois, et j'aimerais plus entendre ce que tu penses vraiment plutôt que des vannes. Et non pas que les vannes soient pas drôles. Mais donc c'est cohérent, justement. Tu as l'air de dire que c'est incohérent, alors que précisément, ce que je dis là est cohérent. C'est justement parce qu'il y a beaucoup d'humour que c'est long et qu'on n'arrive pas tout de suite au fond des choses. Donc Attends. Par contre, qu'est-ce que tu appelles le fond? Parce que là, je commence à avoir un sérieux doute. C'est-à-dire que je viens de te donner des éléments, tu me demandes des éléments sur l'Union européenne, je t'en donne. Tu me demandes des éléments sur le portefeuille d'identité, je t'en donne. Et tu restes sur ces questions. Je peux juste finir. Tu restes sur ces questions-là d'humour, de répartition. Donc après, tu deviendrais une sorte d'arbitre de tout ça. Je ne sais pas d'où ça sort, mais à la limite, pourquoi pas? Je suis preneur de tous les retours. Mais là, on est d'accord que je viens de t'en donner du fond. Donc suis-moi là-dedans et dis-moi ce que tu en penses. Je vais te suivre avec plaisir. J'ajouterais quand même, cependant, tu vois, tu plaignais tout à l'heure des attaques à Dominem. Tu es là à dire, je me place en tant qu'arbitre. Je me place pas en tant qu'arbitre. On a des désaccords, on les explore, c'est pas grave. Tu vois. Et donc, moi, je suis très content qu'on parle du fond, et donc on va y venir. Très bien, t'es inquiet de l'influence des États-Unis. Moi aussi, par certains aspects. Et ça m'intéresserait de savoir peut-être pourquoi. Est-ce que toi, d'un point de vue géopolitique,
quelle est ta vision d'une société idéale en France? Peut-être que c'est ça qu'on pourrait parler. Maintenant, je trouve il y a certains, justement, sujets de fond qu'on a un peu laissé de côté sur l'Union européenne. Parce que, comme tu dis, à la fois, elle est, dans une certaine mesure, inféodée à l'influence américaine. Et en même temps, on voit aussi par certains faits que, parfois, elle arrive à s'en défendre. Je pense que ça t'aura pas échappé. Notamment, il y a toute une bataille juridique. Je bois un coup, pardon. Toute une bataille juridique depuis un certain moment entre Apple et l'Union européenne. Bon, bah là, c'est quelque chose qui est plutôt bon signe. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, par exemple, toute la question sur les chargeurs USB-C, c'est des considérations sur lesquelles l'Union européenne semble avoir les intérêts des citoyens de l'Union à cœur. Et c'est une bonne chose, tu vois. Et tout ça ne veut pas dire que c'est parfait, que c'est idéal. On a des problèmes de souveraineté nationale. On l'a vu pendant la crise Covid, on l'a vu avec des choses comme l'affaire Alstom. Moi, j'ai aucun problème à dire ça. Mais voilà, je pense que peut-être il faut aussi nuancer un petit peu le propos. Voilà, et je sais pas ce que tu penses de ça. Alors, si tu veux, là, je dois t'avouer que le sujet initial était le portefeuille d'identité numérique. On parle des libertés individuelles de près de 500 millions de citoyens. On va rester sur ce sujet-là plutôt que l'universalité des chargeurs de téléphone. Toi, attends. Je peux me permettre d'interjecter là. Non, je te donne juste un exemple pour montrer que parfois l'Union européenne peut faire des choses qui sont intéressantes aussi du point de vue des citoyens. Donc c'est pas une question de l'universalité des chargeurs, c'est une question sur l'Union européenne. Tu vois, on n'arrive pas à échanger là parce que tu veux être absolument dans je marque des points. C'est pas très intéressant, Rémi. Tu vois ce que je veux dire? T'as bien compris que c'est caricatural de résumer ma position comme ça. Ce que je dis, c'est pas oui, c'est super, on va avoir des chargeurs USB-C. Ce que je dis, le fond de mon propos, c'est que parfois l'Union européenne arrive à se distancer des intérêts américains. Ce que moi, je veux rester sur les sujets que l'on a validés ensemble dans le cadre de cet échange. Et donc, continuons d'être au fond. Concernant le portefeuille d'identité numérique, pour toi, quelle est l'intention de l'Union européenne dans le cadre de ce projet ? Je pense que justement, c'est potentiellement pas totalement faux, ce qu'on évoquait sur le fait d'avoir une forme de coercition vis-à-vis de certaines entreprises. Alors après, on pourra discuter desquelles, mais tu vois, l'argument me semble pas déconnant de dire qu'en fait, c'est normal qu'il y ait une forme de normalisation vis-à-vis des entreprises étrangères qui sont implantées sur le marché européen, pardon. Voilà, j'imagine qu'il y a une part de ça. Et disons que ça me semble assez peu probable d'envisager la piste d'un crédit social. Parce que tu vois, quand on dit crédit social, puisque tu veux qu'on retourne spécifiquement sur ce sujet-là, on a tout de suite l'idée du modèle chinois avec des points, etc., de la délation, des citoyens qui sont vraiment absolument fliqués. Il me semble qu'il faut pas quand même mettre de côté aussi justement le côté culturel et politique de l'Union européenne, qui a quand même été très marqué par la démocratie en fait. Et voilà, moi c'est ça qui me fait pencher d'un côté peut-être moins pessimiste que toi. C'est l'idée que l'Union européenne c'est en Europe et donc l'Europe est quand même plutôt attachée à la démocratie. Mais dans ce cas-là, dans l'hypothèse, alors je vais te répondre d'abord sur ce point-là. J'aurai une autre question ensuite, mais que l'Union européenne soit attachée à la démocratie. Effectivement, j'évoquais tout à l'heure Lamgotte avec De Gaulle, le projet américain de colonies européennes qui avait démarré aux États-Unis, contre lequel le général de Gaulle s'est opposé. Donc on a quand même une création européenne qui se fait sur la démocratie avec, ne l'oublions pas, l'épisode de 2005, où des peuples votent contre la mise en place de la Constitution européenne, et où cette constitution est quand même mise en place en 2008. Est-ce que pour toi, ça, c'est un respect pur et parfait de la démocratie ? Non, pas du tout. On est totalement d'accord là-dessus. C'est un beau scandale. Alors, tu as raison. Là où j'ai été imprécis, tu as raison de me reprendre là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que les nations qui constituent l'Union européenne sont attachées culturellement à la démocratie. Par contre, et là, on va pouvoir explorer peut-être un point d'accord, enfin, oui, il y a un déficit démocratique. C'est ce que j'ai dit un peu plus tôt en Europe. Clairement, le traité sur le référendum, c'était un scandale. C'est pas normal, effectivement, de faire passer comme ça par Lisbonne quelque chose qui a été refusé par les peuples. Donc là-dessus, on est d'accord. De fait, donc en prenant ça en compte, j'avais dit que c'était l'un des fils rouges pour moi de notre échange. Tu dis être conséquentialiste, c'est-à-dire raisonner en fonction des conséquences des événements, dans l'hypothèse où le projet de portefeuille d'identité numérique de l'Europe
serait un crédit social qui ne dit pas son nom. Sur le plan Mhm. conséquentialiste, a-t-on plutôt intérêt à se battre dès maintenant ou alors à se résigner dès maintenant? Non, alors on aurait plutôt, si effectivement c'était un scénario probable, on aurait intérêt à se battre dès maintenant. Moi, le truc, c'est que je pense que c'est pas un scénario très probable. Parce que, ben, en fait, justement, on a cet attachement des peuples européens à la démocratie, et on voit aussi que dans certains cas, quand les peuples européens, ou par exemple le peuple français typiquement, considère que quelque chose est particulièrement scandaleux, il est capable de se bouger, tu vois. Pendant la crise Covid, on avait beaucoup dit que les gens étaient des moutons, etc. On a vu aussi avec la réforme des retraites que, bah non, en fait, dans certains cas, les gens étaient prêts à descendre dans la rue et à justement se mobiliser en nombre, hein. Il y avait des millions de gens dehors. Donc voilà, c'est plus ça qui me rend peut-être moins pessimiste que toi. Tu vois, c'est cet aspect culturel. Alors oui, au fond, j'aimerais bien, mais je t'assure que j'ai envie d'aller dans le sens de ce que tu dis. J'ai envie, par optimisme aussi, de croire en ce rapport fécond entre l'Union européenne, en tout cas les pays qui la composent, et la démocratie. Mais là aussi, ça ne t'aura pas échappé que, par exemple, il y a 2 ans à Rotterdam, on tirait à balles réelles sur des agriculteurs qui manifestaient concernant les réglementations de l'Europe sur l'azote. Et est-ce Mhm. que tous ces signaux-là, on peut passer par les SMS d'Ursula von der Leyen, bien sûr, et d'autres événements, est-ce que tout ça, pour toi, est le symbole d'une organisation étatique où la démocratie est vivace? Ah, c'est-à-dire oui et non. Non, en soi, cette action-là, non. Mais le fait que ça fasse réagir, oui, ça, c'est quelque chose qui me semble un signe assez encourageant, justement. C'est si, justement, on trouvait ça normal que ce serait inquiétant. Mais tu vois, il y a quand même aussi tout un tas de gens qui se rendent compte que c'est pas vraiment idéal ce format de l'Union européenne avec bah, finalement un parlement qui a très très peu de pouvoir. Et peut-être c'était important aussi de parler un peu de ça, c'est-à-dire que moi j'avais un peu envie, comme je le fais sur ma chaîne, de citer des bouquins, des choses que je trouvais intéressantes à lire. Et il y a quelques années, j'avais lu Antoine Vauchès, Démocratiser l'Europe, qui est un bouquin que je vous recommande, où il parlait justement de cet aspect-là et justement le côté démocratie Potemkin de l'Union européenne avec bah, une troïka sur les questions économiques avec la Commission, la BCE puis le FMI, et puis sur les questions juridiques, la Cour de justice qui s'y substitue. Donc voilà, ces aspects-là sont évidemment présents, mais c'est pas nécessairement gravé dans le marbre. C'est pas gravé dans le marbre, mais à mon sens, si ce portefeuille d'identité numérique est mis en place, c'est une arme fatale pour ce qui, semble-t-il, on est d'accord, est une organisation étatique quand même loin du respect démocratique initial, en tout cas promis initialement. Bah ouais, ça peut, tu vois, c'est là où on en revient à voilà des hypothèses, qu'est-ce qui est plausible, qu'est-ce qui ne l'est pas. Moi, je pense que en fait, c'est pas nécessairement vrai, justement parce que pour ce qu'on vient d'évoquer là, les gens ont conscience du fait qu'il y a des problèmes en Europe, des problèmes de démocratie. Mais tu vois, ça relie avec ce que je te donnais un petit peu plus tôt, et tu l'as présenté d'une façon, ah oui, j'avais raison a posteriori quand je te parlais des scénarios catastrophes sur le pass sanitaire avec vaccination obligatoire tous les 3 mois. C'était pas pour dire j'ai eu raison. Moi, je faisais pas partie des gens qui ont dit non, ça se passera pas. Je me suis pas exprimé sur ce sujet. Je te faisais ce parallèle pour montrer que parfois on s'inquiète énormément de quelque chose et qu'en fait ça se produit pas, tu vois. Et c'est ce côté-là, moi, que je trouve critiquable dans ta démarche, c'est cette méfiance, tu vois. Et évidemment, toi, tu es peut-être plus mesuré qu'il n'y paraît, ou peut-être plus mesuré que ce que je m'imagine. Je suis prêt à entendre ça, tu vois. Mais faut aussi entendre, justement, pour renouer avec le conséquentialisme, que tes propos, ils ont des conséquences et que dans ton public, il y a à la fois des gens nuancés, mesurés, qui sont capables de prendre les choses avec un peu de recul, et peut-être aussi des gens qui le sont moins. Et ces gens-là, je les ai entendus, tu vois. J'ai Alors, aussi entendu des gens plus mesurés, mais pas que. Alors sur ce point-là, et c'est là encore, il est fortiche, ça nous donne une belle transition sur le dernier et grand volet de notre échange, qui est même le titre de l'émission, entre dubitationnisme et complotisme. Et je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est l'un des points vraiment de désaccord, et sans jouer à Matt Pokora qui veut défendre sa communauté. Mais j'ai vraiment du mal aussi avec cette... en tout cas par rapport à ce que tu viens de dire, hein, je ne veux pas généraliser, faire des rapports Mhm. avec d'autres gens. Mais quand tu dis, voilà, tes propos peuvent résonner plus ou moins bien selon tes spectateurs, penses-tu seulement que les gens sont des abrutis? Mais pas du tout, pas du tout. Bah, c'est un petit peu, c'est une question. Ça, c'est ce qu'on appelle. Donc, on va faire un peu de rhétorique. Ça, les amis, c'est ce qu'on appelle une question piège.
Ouais, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs quelque chose que j'évoquais dans la vidéo. C'est si tu poses une question qui est chargée de tout un tas de choses, ça a un impact. Tu vois, quand c'est l'exemple que je te donnais, c'est est-ce que tu tapes toujours ta femme, Rémi? Donc ça, c'est une question piège parce que ça sous-entend des choses. Donc non, Rémi, je te rassure, je ne pense pas que les gens sont des abrutis, pas du tout. Bien sûr que chacun a son esprit critique, mais on n'est pas tous, comment dire. Équipé pareil, il y a aussi des questions de maturité, d'âge, tu vois, je veux dire, on n'a pas tellement de contrôle en tant que vidéaste sur qui regarde nos contenus. Moi, j'ai une petite chaîne avec quelques milliers d'abonnés, et déjà, à cette échelle-là, j'ai déjà des gens qui ont 17 ans, des ados, tu vois. Et j'estime que ça doit m'inviter à justement une réflexion un peu conséquentialiste. Voilà. Et c'est pas pour te faire un procès que je dis ça. Moi, je pense pas que t'es mal intentionné. C'est pas du tout ça. Tu vois, tu me disais, oui, machin, t'es dans une posture morale. Non, je suis pas dans une posture morale. C'était plus une invitation à la réflexion sur cet aspect-là de conséquentialisme. Voilà. Et après, par contre, si tu veux que je te donne des exemples de gens de ta communauté qui ont dit des choses qui me paraissent discutables, ça, j'en ai noté quelques-uns. Et tu me diras si tu veux les entendre. Bah, tu sais, moi, je pars d'un principe assez simple, c'est que pour moi, l'inventeur du couteau à pain n'est pas responsable des meurtres qui sont commis avec son outil. Et, ouais, bah alors ça, c'est une discussion. Pour finir. Pardon, excuse-moi, je te laisse finir. Je crois vraiment que, et là, on touche peut-être au point ultime de notre désaccord, et c'est une expression, qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas d'attaque personnelle, bien évidemment. Je crois sincèrement que il y a le problème du rond-point. Pour moi, tu fais partie de ce problème du rond-point. Si je dois raisonner un petit peu par caricature, voilà, je me permets cette facilité qui est dans la ligne du fact-checking. Je ne pense pas t'insulter en faisant ça, parce que bon, j'ai eu... Ouais. On peut en débattre, tiens, justement, on peut en débattre, c'est une bonne accroche. Je reviendrai après sur ma question, mais tu penses que toi, tu fais du fact-checking ou pas? Non, je dirais pas vraiment ça. Je te dis, mon objectif principal sur ma chaîne, c'est de rattacher des thématiques d'actu à de la philo. Donc oui, j'essaye d'utiliser parfois des notions de logique, mais non, je me dirais pas fact-checker, ni zététicien. D'accord, parce que moi, si tu veux, là où j'ai du mal à comprendre, et pour revenir sur ma petite image qui vaut ce qu'elle vaut, j'ai cette impression, et même en t'écoutant ce soir, que tu as cette idée que les gens ont besoin de toi. C'est-à-dire que d'une certaine manière, tu détiens le sifflet pour arbitrer les débats, pour ne pas dire peut-être même la vérité, et donc, mécaniquement, tu es là pour arbitrer les débats. Je veux dire, tu fais une vidéo, somme toute, très, très sympathique, mais où tu me reproches des faits, tu me reproches un manque de travail, tu me reproches un manque d'exigence, et visiblement, on pourrait faire la même chose dans le sens inverse, et avec toujours ce surplomb, pas moral, tu vois, j'enlève le moral qui effectivement peut se débattre, mais ce surplomb intellectuel qui est de dire, bah voilà, moi je vais arbitrer et vous expliquer oui ou non, comme si les gens avaient nécessairement besoin de toi. Et là-dessus, j'ai vraiment du mal. Je pense que, et c'est malheureux parce que tu fais un super travail, mais je trouve que c'est le problème du rond-point complètement dispensable, mais tout comme juste milieu lait. C'est aussi pour ça, et ça, je le dis à moi parce que quand je fais des vidéos, je traite l'actualité avec mon regard, mais je n'ai pas besoin de m'appuyer sur la tête des autres pour que mes propos aient du sens. Et c'est malheureux parce qu'on partage tous les deux l'amour de la philosophie. Mais pourquoi, au fond, quand je regarde tes vidéos sur ta chaîne, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui parlent seulement de philosophie. Ça va parler de Papacito, Stéphane Edouard, de moi et d'autres. Je ne comprends pas cet intérêt-là, en fait. Alors là, du coup, c'est toi qui fais un petit jugement à l'emporte-pièce sur ma chaîne sans avoir tout regardé, parce que en vérité, comme je te l'ai dit en début d'émission, j'ai deux formats. J'ai un format où effectivement je m'appuie sur la tête, comme tu dis, de gens connus. C'est pour en fait tout simplement générer du clic. C'est une logique très intéressée d'un point de vue croissance. Mais en fait, j'ai un autre format qui s'appelle Nouveau Paradigme, et qui est un podcast qui fait moins de vues, mais dans lequel je ne m'appuie pas sur la tête de personnalités connues. Voilà, tu vois, finalement, on voit que les rôles s'inversent un petit peu parfois. Maintenant, ouais, vis-à-vis de tout ce que tu as dit, tu vois, tu me reprochais de faire de la dominem, là, il y a un peu des petits qualificatifs qui sont un peu durs. Douanier, de la vérité, tu m'avais dit dans un tweet. Là, tu parles de surplomb, je crois que tu l'avais déjà employé dans un tweet. Non, moi je me positionne pas en tant que douanier de la vérité, et je ne pense pas que les gens ont nécessairement besoin de moi. Tu vois, tout ça c'est un petit peu c'est un petit peu dégradant. C'est pas du tout ça l'esprit de ce que je fais sur ma chaîne. Et en plus de ça, tu avais l'air de trouver que par certains aspects mon travail était intéressant. Donc je vais te dire, s'il est intéressant, pourquoi le dénigrer comme ça, tu vois. Moi, ce que je fais sur ma chaîne, encore une fois, c'est que je parle de choses que je trouve intéressantes, de sujets que je trouve intéressants.
pour pouvoir les rattacher à de la philo. Mais si, j'ai des épisodes de mon podcast qui sont totalement dédiés à des concepts philosophiques. J'en ai fait un par exemple sur le phénomène, le mystère de la conscience en philosophie de l'esprit avec David Hume. Donc voilà, peut-être que là, petite lacune de ton côté, Rémi. Non, petite lacune, non, mais déjà j'aimerais une chose, c'est qu'on reste sur le fond. C'est-à-dire que pour être tout à fait clair, voilà, j'ai envie aussi qu'on avance et qu'on vraiment on aille chercher le fond dans lequel on était, c'est tout à fait agréable. J'ai pas envie demain d'avoir des plaintes de mouches à force qu'on les encule. Et je trouve qu'on tombe un petit peu là-dedans. C'est-à-dire que les Je réponds éléments. à ta question là, tu Non, me dis est-ce que les gens ont besoin de toi? non, mais Je t'ai répondu, Rémi. je veux juste finir. De par ce que de par ce que je te dis là, je veux dire, si on s'arrête sur chaque mot, l'émission va durer 9 heures et va être absolument inintéressante. Tu aimes la philosophie comme moi et les mots. Il peut y avoir tout n'est pas performativité du langage, tu vois. C'est pas parce que je dis le mot douanier qu'automatiquement tu deviens douanier. Il faut aussi comprendre ma phrase de par ce qu'elle veut dire dans le fond. Donc moi j'aimerais aussi peut-être juste voilà qu'on ne se mette pas à larmoyer si jamais on a des qualificatifs comme ça. On peut le faire si tu veux, mais ça va être juste un petit peu. Ouais, t'as l'impression que je larmoie là? Non, mais c'est-à-dire que si à chaque phrase, tu me dis, bah, là, t'as dit tel mot, là, t'as dit tel mot, malheureusement, on ne va peut-être pas. Je dis ça parce que t'as fait un peu une dissection aussi de ma vidéo en étant un petit peu à charge. Donc voilà, je te rends la monnaie de ta pièce, je trouve que c'est bonne guerre. Mais attends, tu ne m'enlèveras pas de l'idée que j'ai quand même simplement répondu à ta question. C'est-à-dire que tu m'as demandé pourquoi est-ce que tu penses que les gens ont besoin de toi, t'as du surplomb, donc j'ai essayé de répondre à ces questions-là, tu vois. Tu peux pas après venir m'accuser de survoler ou je ne sais quoi. Bon, moi, je veux bien faire du fond et pas parler de forme, mais c'est normal que je prenne en compte la forme de ton propos pour y répondre. Absolument, mais pourquoi presque une question simple, et effectivement tu le fais sur tes podcasts, mais pourquoi sur YouTube tu ne vas pas aussi donner ton regard sur l'actualité et proposer du fond? Parce qu'après tout, qu'est-ce que les gens en ont à faire de Rémi? Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est pas exact? Si ton regard sur l'actualité est suffisamment en surplomb pour que tu puisses expliquer aux autres ce qu'ils auraient dû mieux faire, pourquoi ne le fais-tu pas toi-même? Mais attends, encore une fois, là, tu pèches par méconnaissance de mon propre travail, tu vois. Et tout à l'heure, tu me reprochais de te faire des reproches que je devrais me faire à moi-même, mais du coup, là, je te renvoie un peu l'appareil, parce que si, je parle d'actualité dans mes podcasts. Alors bon, tu les as pas regardés parce qu'ils donnent moins envie de cliquer, mais si, typiquement, j'ai fait des podcasts sur les violences policières, j'ai fait des podcasts sur les élections présidentielles, donc si, bien sûr que je donne mon regard sur l'actualité. C'est juste factuellement pas vrai de dire ça. D'accord. Alors dans ce cas-là, allons, on t'a entendu sur ce point-là, sur complotisme et dubitationnisme. Parce que ça a été voilà, au cœur également de ta vidéo. Pour toi, où est le désaccord sur ce point-là? Qu'est-ce qui te fait douter dans le dubitationnisme? Qu'est-ce qui me fait douter dans le dubitationnisme, c'est-à-dire? Pourquoi ce terme-là ne te semble pas vraiment exact à en croire ta vidéo? Ah non, alors là tu m'as mal compris, je pense qu'il y a un malentendu, mais si, non, moi je trouve que ce terme est très intéressant, au contraire, c'est ce que je disais justement dans ma vidéo, je pense que c'est un terme bien, et j'étais plutôt d'accord avec toi là-dessus, c'est-à-dire que l'article que tu lisais, si je ne me trompe pas, tu me diras si je me trompe, il présentait le dubitationnisme, pardon, comme différent du conspirationnisme, en ce sens que la personne qui est dans le dubitationnisme doute simplement de la version officielle de tel ou tel événement sans tirer spécialement de conclusion. Voilà, là où le conspirationniste va dire non, bah, ça va être ceci, ça va être cela, ça va être tel groupe occulte. Je crois que l'article utilisait ce terme de groupe occulte. Donc voilà, mais je trouve que c'est une distinction tout à fait pertinente, au contraire. Mais sur ce point-là, dans ce cas-là, je réagis à cette idée de ce soupçon implicite permanent qu'il entretient, que tu dis à mon sujet, mais on ne va pas le prendre individuellement par rapport à moi, on s'en fout. De manière générale, qu'est-ce qui est problématique dans le fait que Covid-19, Ukraine et différents sujets qu'on est aujourd'hui, qu'est-ce qui est problématique que de plus en plus de gens aient justement ces soupçons permanents? Ah, alors ça c'est bien. Là, on arrive effectivement sur des trucs intéressants et qui vont me permettre de citer un deuxième bouquin que j'avais trouvé intéressant. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu dans ces sujets-là et dans peut-être le fait que justement tu encourages les gens à une forme de méfiance, c'est pas nécessairement le fait de mettre en avant le doute. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Le truc, c'est que ça s'accompagne déjà parfois de conclusions hâtives. On l'a déjà évoqué un petit peu.
mais aussi d'autres éléments parfois un petit peu pénibles. Hier, j'ai vu que tu passais chez Idriss Aberkane, donc j'ai regardé un petit peu. Aussi, de temps en temps, je travaille, contrairement à ce que tu as l'air de penser, et j'ai trouvé que c'était intéressant et que justement, enfin, vous évoquiez avec Idriss Aberkane l'hystérisation du débat. Et je trouve que justement, le fait d'encourager une forme de méfiance parfois un petit peu exacerbée de mon point de vue, met en avant déjà une certaine forme d'hystérisation dans le débat. Et on l'a vu vraiment au moment de la crise Covid où c'était très tendu. Je pense que peut-être dans ta famille ça a été le cas. Moi, dans ma famille, il y a eu des tensions entre des gens qui se faisaient vacciner, des gens qui se faisaient pas vacciner. Et puis au-delà de ça, et c'est peut-être le point le plus central, moi, ce qui m'inquiète, dans notre période actuelle où justement on a des discours comme le tien, mais comme d'autres, c'est pas, encore une fois, c'est pas un procès moral, c'est que ça met comment dire, ça détruit un petit peu la confiance qu'on a dans les experts, ou en tout cas dans une certaine forme d'experts. Tu vois. Et peut-être que ça va être un débat intéressant, parce que moi je pense que l'expertise, c'est quelque chose qu'il faut préserver. Alors évidemment, il faut être capable de prendre ce qu'on nous dit avec un certain recul, et c'est pour ça que c'est bien de faire appel justement à plusieurs experts. Mais en soi, l'expertise, c'est quelque chose pour lequel, à part dans certains domaines, on a tous un certain attrait pour ça. Tu vois. Quand tu as un problème de plomberie chez toi, tu fais venir un plombier, tu fais pas venir un astrophysicien. Ça, c'est le fait d'accorder de la valeur à l'expertise. Tu vois. Et je trouve que voilà, ton propos peut desservir certains experts dans des cas où ça peut être bien de les écouter. Mais qu'appelles-tu un expert ? Un expert, c'est quelqu'un qui a, par son parcours, étudié suffisamment une question pour pour avoir en fait une expertise, un recul et une opinion qui soit éduquée. Et peut-être là-dessus, ce qui serait important de parler, ce dont on pourrait parler, c'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, dont on souffre tous, mais qui est ce biais qui nous pousse à surestimer notre niveau de compétence. Tu vois, il y a cette idée qu'en fait, si tu discutes, je sais pas, 1 heure avec un expert du domaine médical, un chercheur par exemple, tu vas pouvoir comprendre des problèmes médicaux, tu vas être capable de peut-être lire de la littérature scientifique médicale. Or, en fait, non, c'est les papiers médicaux. Moi, j'en ai consulté aussi pendant la crise Covid, comme beaucoup de gens. J'ai essayé de faire mes propres recherches, comme on dit, mais en fait, c'est très limité. C'est-à-dire que oui, bien sûr, tu peux regarder un petit peu l'abstract, tu peux regarder les conclusions, peut comprendre un certain nombre de choses, mais pas dans la finesse, tu vois. Et pour comprendre ces choses-là dans le détail, dans la nuance, il faut avoir travaillé un petit peu le sujet, avoir éventuellement fait des études dans certains domaines, et c'est valable pour tout. C'est pour ça que je parlais de plomberie. Absolument, absolument. Mais du coup, sur ce point-là, là où je trouve que la période actuelle, non pas te donne forcément tort, mais met en avant le mauvais visage de ce recours à l'expertise, c'est-à-dire la parole experte comme vérité universelle. On a vu en temps de Covid que même parmi ces experts, certains n'étaient pas vraiment experts. On va prendre les exemples les plus caricaturaux possibles, mais penses-tu que le docteur Marty soit plus expert que le professeur Raoult ? Non, mais je pense qu'il y a des gens qui sont plus intéressants aussi à écouter que le professeur Raoult. Ah, donc déjà, on n'est plus sur les questions d'expertise. C'est-à-dire qu'en plus, on a un biais de sympathie que l'on doit avoir pour les experts. C'est-à-dire qu'il y a des experts autorisés... De sympathie, pourquoi Non, pourquoi j'ai pas parlé de sympathie, moi. Quand tu dis plus intéressant à écouter, c'est relativement subjectif, non ? Non, c'est-à-dire que en fait, c'est aussi une question d'expertise. Quand je dis intéressant, il faut prendre en compte l'intégralité du parcours. Tu vois. Moi, des gens que j'avais trouvé intéressants à écouter, c'était pas parce qu'ils m'étaient sympathiques pendant la période Covid, c'était parce que je jugeais que leur expertise était et aussi d'ailleurs le fait qu'ils avaient par exemple pas de conflit d'intérêt, les placer sur un piédestal par rapport à d'autres. Quelqu'un comme Irène Frachon, par exemple, me semblait être une experte intéressante parce que comme elle avait été lanceuse d'alerte pour le Mediator, je me disais, a priori, c'est difficile de la soupçonner de conflit d'intérêt, tu vois. Et est-ce que le professeur Raoult te semble être un expert ? Ah oui, il semble être un expert, oui. Et pourquoi il a été mis au pilori de la sorte ? Il a été mis au pilori. Alors, tu vois, ça c'est un truc que j'avais évoqué aussi, je pense que tu l'as pas forcément vu, mais justement, dans mon podcast, j'avais reçu le professeur Stéphane Gaudry pour parler au moment de la crise Covid de tous ces sujets. Et visiblement, et peut-être qu'on va pouvoir parler de la question du consensus, mais visiblement, il y a un consensus qui se dégage dans le monde médical pour dire que, par exemple, l'hydroxychloroquine n'est pas un traitement efficace pour le Covid-19. Mais ce qu'on appelle un consensus, est-ce que c'est la version médiatique la plus uniformément mise en avant,
ou est-ce que c'est un véritable consensus scientifique, c'est-à-dire, et je pense qu'on sera d'accord là-dessus, la science comme démarche du doute permanent et comme succession d'erreurs, c'est-à-dire une découverte va succéder à une autre, et c'est aujourd'hui, par exemple, du côté de la physique quantique, c'est la démonstration que la physique quantique met en avant le fait que nos connaissances ne sont jamais terminées, ne sont jamais finies. On a toujours un doute nécessaire à avoir pour éviter justement l'immobilisme scientifique. Est-ce qu'on serait d'accord là-dessus ou pas ? Ouais, je pense qu'on est plutôt d'accord là-dessus, bien sûr. De toute façon, c'est ce qu'on disait au tout début, hein, le principe de la démarche scientifique, c'est que ce qui est avéré jusqu'à preuve du contraire. Absolument. Absolument. Et a-t-on véritablement prouvé que l'hydroxychloroquine était non fonctionnelle et dangereuse ? Alors là, c'est là où justement on s'en remet au consensus. Donc il y avait une question à laquelle j'aimerais bien répondre dans le début de ta phrase. Je crois que c'était est-ce que c'est un consensus médiatique ou un consensus médical ? Il y avait quelque chose comme ça, non ? Oui, absolument. C'est-à-dire la version la plus mise en avant, ou alors un réel consensus scientifique au sens du terme. Voilà. Mais en fait, je pense que c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a un consensus médiatique qui émane des différentes sources expertes du domaine en question. Donc là, la médecine, par exemple. Et justement, ça, c'est intéressant qu'il y ait un consensus médiatique. Tu vois, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait prendre en compte. Le fait que Le Figaro ou Mediapart soient plutôt d'accord pour dire que, a priori, des sources auxquelles ils ont accès, l'hydroxychloroquine ne soit pas un traitement efficace pour la Covid-19, ça devrait nous inviter à la réflexion, parce que c'est des journaux qui ne sont pas tellement d'accord entre eux d'habitude. Tu vois, et donc moi je pense que ce consensus médiatique que tu évoques, il découle du fait qu'il y a un consensus scientifique. Et alors là, je m'en remets à l'avis des experts, c'est-à-dire que moi, comme je te dis, j'avais fait venir le professeur Stéphane Gaudry dans mon podcast pour parler de ces sujets-là, et c'est ce que lui m'avait dit, et comme c'est quelqu'un avec qui j'ai pu parler longuement, que j'ai pu vérifier que justement c'était quelqu'un qui faisait de la recherche dans le domaine médical, que c'était quelqu'un qui avait pas de conflit d'intérêt, il me semble être une source intéressante. Et encore une fois, voilà, ce consensus se matérialise, à mon avis, aussi dans les médias pour cette raison-là. Bon, alors, le consensus dans les médias s'est matérialisé avec un exemple assez formidable au moment du Covid, ce fameux Lancet Gate. C'est-à-dire le Lancet, l'une des revues scientifiques les plus réputées dans le monde entier, et à juste titre, qui a publié une étude totalement bidonnée, avec une entreprise qui collectait des données. La responsable était une ancienne actrice de films porno. C'était absolument n'importe quoi, hein. Tu vois de quoi je parle. Bien sûr. Cet article, qui a fait consensus à tel point qu'Olivier Véran en France a demandé l'arrêt de l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans les études qui étaient en cours, justement pour vérifier cela. Donc je crois que le Covid a mis en avant le fait que ce consensus-là est... En tout cas, ce consensus médiatique, à mon sens, tient plus du grand guignol que du sérieux scientifique. Et je ne parlerai pas on va dire, je ne dirai pas, moi, en tant que non-scientifique, justement, ce qui est positif ou non par rapport à la science en tant que telle. Par contre, sur les médias que je peux suivre un peu plus couramment et comprendre davantage, je crois que c'est une pure escroquerie qui dupe les esprits et qui vous fait comprendre qui tente de vous faire comprendre qu'un Martin Blachier, qu'un docteur Marty sont des pontes à la place d'autres gens qu'on a exclus simplement par rejet médiatique. Tu pourrais dire, il y a aussi le consensus scientifique qu'on a vu non loin de l'échelle politique avec le conseil scientifique qu'on a eu en France. Qui est une instance fort respectable. Tu dénonçais toi-même les conflits d'intérêts. Peut-on parler de Yazdan Yazdapana ? Bien sûr, mais c'est quelque chose contre lequel il faut lutter. Et justement, c'était toute la substance d'une partie de ma conversation avec Stéphane Gaudry. Et il y a aussi de la science qui est faite sur ce sujet-là, d'ailleurs, justement. C'est quelque chose qui est étudié dans le domaine scientifique. Absolument. C'est ce dont parlait Gaudry. On voit que, par exemple, simplement le fait de se faire offrir un déjeuner pour un médecin, ça va orienter la façon dont il exerce. Donc évidemment que c'est un problème. Mais tu vois, tu dis, alors je sais plus comment tu as formulé ça exactement, que c'était grand guignolesque, et des choses comme ça. Bon, en fait, il y a eu d'autres choses depuis le Lancet Gate. C'est encore une fois, là, tu vois, on rentre dans des débats où ni toi ni moi ne sommes experts. Donc je trouve que c'est tout. Tu vois, ne serait-ce que ça me questionne un peu. Le fait qu'on ait ce genre de débat me questionne un peu parce qu'on n'est pas vraiment compétent, ni toi ni moi, pour dire si les vaccins sont sûrs ou si Attends. Je lève la main, je n'ai pas du tout parlé de la sûreté des vaccins, qu'on soit bien d'accord. Excuse-moi, alors, restons sur l'hydroxychloroquine. Voilà, comme je l'ai dit, moi je regarde ce qu'on a présenté médiatiquement comme un consensus.
Et c'est ça que je qualifie de grand guignol. Attends. Le Lancet, c'est juste un élément qu'on a présenté. Je veux dire, il y a des tas de méta-études qui ont été faites sur tout un tas de sujets liés. Alors, tu as raison, on ne va pas parler des vaccins, mais sur l'hydroxychloroquine, il y a tout un tas d'études qui ont été faites, de méta-études qui ont été faites, et qui de ce que m'expliquait Stéphane Gaudry, encore une fois, moi je ne suis pas compétent pour lire de la science, donnaient à penser que l'hydroxychloroquine n'était pas un traitement efficace pour ça. Et d'ailleurs, au moment où j'ai fait cette interview avec Stéphane Gaudry, mais il se trouve qu'à l'IHU de Marseille, ils n'utilisaient plus l'hydroxychloroquine. Ils utilisaient, je crois, une combinaison pour traiter le Covid d'azithromycine et d'ivermectine. Donc tu vois, c'est étonnant quand même si l'hydroxychloroquine était la panacée, pourquoi ils auraient arrêté. Tu vois, c'est là où on en revient aux questions de difficulté de comprendre ça pour nous, parce qu'on nous a vacillé avec le fait qu'il y avait une méthode Raoult précise sur l'hydroxychloroquine, et en fait, visiblement, c'était changeant. Alors, vois-tu, moi, je suis pas d'accord avec toi là-dessus, parce que je pense que ce règne de l'expertise est une OPA sauvage sur les neurones des gens. Et remettre son cerveau entre les mains d'experts en tout et n'importe quoi, au prétexte que nous ne sommes pas experts, vous ne pouvez pas vous exprimer, je ne suis absolument pas d'accord. C'est-à-dire que ça ne t'interdit pas, tout comme moi, de lire des livres de philosophie, de s'y intéresser, de tenter de comprendre, et un jour d'avoir un avis. Mais un avis qui s'exprime dans la limite des compétences, dans la limite des connaissances, dans la limite de tout cela. Ce qui est d'ailleurs la ligne de juste milieu, que je répète apparemment pas assez, et ça, à la limite, j'en conviens, qui est l'avis de quelqu'un, mais un avis fini, qui ne se prend pas pour la vérité, qui ne se prend pas pour une explication morale, qui ne se prend pas pour un arbitrage des faits. J'accepte la finitude de mon propos et la totale subjectivité de ce que je dis. En revanche, jamais de la vie, je remettrai mon cerveau entre les mains d'experts autoproclamés d'ailleurs pour certains. Parce que dans ce cas-là, je ne vois pas plus grande fainéantise intellectuelle que ça. Et ce qui est aussi intéressant, on est dans des outils d'arbitrage du débat. Bien sûr, je finis juste. On est dans des outils d'arbitrage du débat, comme le complotisme, comme le fact-checking, des sortes d'étiquettes comme ça qu'on va poser pour faire cesser toute réflexion, quand bien même elle peut être juste et intéressante. Alors c'est bien, c'est intéressant, parce que là, on a effectivement un point de désaccord à explorer. Tu me dis, c'est de la paresse, c'est de la fainéantise intellectuelle de remettre son cerveau dans les mains d'experts. Dans une certaine mesure, je suis d'accord, et en même temps, j'ai envie de pointer un deux poids, deux mesures. Parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est vrai que pour certains experts. Tu vois, c'est vrai pour les experts technocrates de la Commission européenne, tu t'en méfies. Moi aussi, d'ailleurs, par certains aspects. Bon, visiblement, tu te méfies de certains médecins dont moi, je me méfie pas, et moi, je me méfie de certains médecins dont toi, tu te méfies pas. Bon, peu importe. Mais j'ai envie de te poser une question. Est-ce que quand ton facteur te dépose du courrier, tu te dis qu'il va te le voler? Tu vois, est-ce que tu fais passer un éthylotest au conducteur de ton bus? Honnêtement, je comprends pas le sens de l'exemple. Mais réponds juste simplement à ma question. Est-ce que tu fais passer un éthylotest au conducteur de ton bus? Je suis désolé de redire la même chose, mais tu veux du fond, allons-y. Non, mais c'est du fond, c'est juste un exemple. J'imagine que comme moi, quand tu prends un bus, tu ne fais pas passer un éthylotest au conducteur du bus, parce que tu as confiance dans son expertise. C'est ça que je veux montrer. C'est ce deux poids, deux mesures que je veux montrer. Tu vois, et c'est pareil, tu pars pas du principe que ton facteur va te chourer ton courrier, parce que tu fais confiance à l'expertise de ton facteur. Tu fais confiance aussi à son honnêteté. Et donc, ce deux poids, deux mesures, je le trouve intéressant, tu vois. C'est quelque chose qui me paraît à pointer du doigt. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter et donner blanc-seing à tout ce que nous disent les experts médicaux. Mais je pense qu'il faut quand même garder en tête que l'expertise, ça a de la valeur. Et encore une fois, c'est pour ça que tu fais venir un plombier chez toi quand tu as un problème de plomberie. Mais je ne suis pas d'accord avec ça, parce que dans le contexte du Covid-19 et plus récemment de l'Ukraine, on assiste à la mise en place d'une expertise médiatique. Et déjà, le mot même d'expert me semble complètement inutile. On prend la guerre, on a des géopolitologues, on a des historiens. On prend le Covid-19, on a des virologues, on a des épidémiologistes. Pourquoi inventer des mots vides, des mots creux, à mon sens, seulement pour duper les esprits? C'est-à-dire qu'en parlant d'expert, un expert, ça veut rien dire. Tu vas faire contrôler ta bagnole, tu vas avoir un expert. Le mot expert veut aussi parler de celui qui va parler de science. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Je suis peut-être un peu trop terre à terre, et ça, j'en conviens volontiers. Mais je crois qu'il faut aussi accepter que tous ces mots-là, de fact-checking, de zététique, d'expert, sont plus ou moins sont autant d'éléments qui noient les débats. Avec une grille de lecture, une grille de flou, qui vient comme ça
compliquer des choses, mais je veux dire, qui n'ont au départ rien de compliqué. Les gens peuvent réfléchir, peuvent travailler, peuvent se renseigner et peuvent avoir un avis sur toutes les questions. La différence vient de celui qui arrive sûr de lui et qui explique détenir la vérité et ou être capable de savoir qui a raison ou qui a tort. Ça, c'est de l'escroquerie. Bah, c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense pas Je m'en doute. que tout le monde, moi le premier, on peut pas comprendre tous les sujets. C'est juste, on n'a pas le temps en fait. Tu vois, tu parles de garagiste ou je sais plus ce que tu disais. Bah, j'ai un problème automobile, je vais chez un expert. Je suis pas du tout d'accord avec toi sur la question de ce terme-là. Je peux entendre que fact-checking ou zététique ce soit des termes qui complexifient le débat et qui nuisent à la bonne tenue du débat. Je suis beaucoup moins d'accord avec toi sur celui d'expert parce que justement, comme tu l'as dit toi-même d'ailleurs, c'est pas un terme confus. Au contraire, c'est un terme qui est très précis, qui explique que en fait, dans un domaine donné, on a une compétence donnée parce que on a passé du temps dessus, parce on s'est renseigné, parce qu'on a acquis un savoir-faire et ça vaut dans plein de domaines. C'est pour ça que je te parlais de faire passer un éthylotest à son conducteur de bus. Et juste là-dessus, j'aimerais justement faire une autre référence parce que j'avais dit que j'aimerais recommander un bouquin. Alors je sais pas s'il a été traduit en français, mais il y a quelques temps, j'avais lu un bouquin de Tom Nichols sur ce sujet, qui s'appelle The Death of Expertise, donc la mort de l'expertise. Et je trouve justement que c'est tout à fait dans le ton. Donc voilà, je recommande celui-ci aussi. Mais je suis pas vraiment d'accord avec toi sur ce point spécifique des experts. D'accord. Je pense que les experts sont utiles. Et je veux, dans ce cas-là, pour continuer à creuser cette question-là, une question pour retrouver le débat, enfin la partie du débat. Est-ce que pour toi, dire que ces experts contribuent à une propagande généralisée dans la société, c'est du complotisme? Non, alors c'est-à-dire, comme je l'ai dit dans ma vidéo, et j'étais sincère, moi je j'aime pas trop utiliser ce terme de complotisme. Parce que c'est très infamant quand on traite quelqu'un de complotiste. En plus, c'est pas comme ça qu'on discute et qu'on convainc les gens. C'est pas en disant t'es un complotiste ou t'es un con même qu'on va arriver à trouver des compromis et à se mettre d'accord avec quelqu'un. Moi, je pense que comment dire, il vaut mieux essayer de montrer justement que en fait il y a une valeur dans l'expertise et que c'est pas quelque chose de déconnant de lui accorder une forme de confiance et qui ne doit pas être aveugle. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je voulais vraiment parler du complotisme là, vraiment de ce sujet-là Alors qui est dis-moi, central. Je sais que le terme d'expert, je pense qu'on ne sera pas d'accord là-dessus, donc peut-être très bien. fermer cette porte-là. Mais c'est Ok. vraiment sur la notion de complotisme. Parce que pour, tout vient hein, de ta vidéo sur ces liens-là. Tu ne le dis jamais, bien sûr, mais on a ces rapports. Voilà, tu parles du fait que je veuille brosser dans le sens du poil mon audience, des choses comme ça, que j'évoque ces sujets-là. Tu ne dis Une jamais partie le de mot. ton audience, je Mais dis. Si tu une me partie. cites, cite-moi intégralement. Oui, merci, monsieur le professeur. Je t'en Non appelle à la mais même. Je t'en attends, tu appelle m'as à fait le coup aussi tout à l'heure. je t'en appelle à la même rigueur. Juste pour dire que j'aimerais vraiment mettre les pieds dans le plat. Euh, que ce soit sur le Covid-19, que ce soit sur l'Ukraine, tu voulais du fond, je t'en donne. Je pense Dis-moi. sincèrement qu'il y a une forme de propagande à laquelle tu contribues. C'est-à-dire, Ah oui, carrément. oui, non, mais voilà, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ne m'explique pas que c'est une attaque à dominem, on avait dit non, Ah non, tout va bien, tout voilà, va bien. je remets le warning. Je pense que, et quand je dis tu, bien sûr, c'est une case généralisante dans laquelle je mets bien sûr les fact-checkers au sens large, parce que pour moi, je crois que ton exercice est celui du fact-checking, en tout cas moderne, on y reviendra. Donc je pense que tu te mets dans une position de surplomb qui contribue à noyer le débat. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi tu fais des vidéos sur moi qui ne représentent pas grand-chose et pourquoi ça ne t'alarme pas que France 2 nous explique qu'un missile est une cheminée. Que on Qu'est-ce est qui de dit que ça plus m'alarme en pas? plus... En as-tu parlé? Non, mais c'est Voilà. pas parce que j'en parle Donc, pas que ça ce m'alarme que je veux pas. dire par là, c'est que je crois que finalement, il y a ce rejet du réel. Et que le travail que tu fais, qui est de qualité, là encore, je le dis, c'est pas une attaque individuelle, mais c'est juste que tout ça contribue à duper les esprits et à flouter les débats. Or, on est face à une propagande qui, pour moi, aujourd'hui, ça devient manifeste. Soit on accepte volontairement de contribuer à cette propagande, soit on lutte contre. Mais on ne tente pas de s'appuyer sur la tête de ceux qui luttent contre. C'est-à-dire. Ah, tu veux dire par rapport au fait que j'utilise des personnalités comme toi? Absolument. D'accord. Bon, alors, ouais, il y aurait beaucoup de choses à dire. Oui, bon, le terme de propagande est un peu chargé, mais on va pas rentrer là-dedans. Non, moi je trouve qu'il est tout à fait juste.
Peu importe, c'est un débat sémantique, ça va être une perte de temps, je pense. Comment dire? Disons que là, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que finalement, il y a pour le coup, je trouve que c'est toi qui te places un peu dans une posture morale, si tu me le permets, parce que tu dis, bah finalement, toi, avec mon propos à moi, je suis finalement peut-être dans une certaine mesure un larbin de cette propagande. Alors qu'en fait, moi, j'exprime simplement mon opinion, tu vois. Et justement, tu mettais ça en avant, tu disais qu'on avait chacun le droit à nos opinions. Je suis d'accord avec ça, et donc je pense qu'il faut pas me mettre, tu vois. L'idée de propagande, c'est qu'en fait, il y aurait deux camps qui s'affrontent. Il y aurait le camp dans lequel tu es, qui est méfiant de cette propagande, et le camp dans lequel je suis, qui adhère à cette propagande. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. Moi, je crois fermement que les individus sont complexes et qu'ils ont des opinions différentes sur différents points. Et les réflexes que je critique dans une partie de ton audience, moi je les ai aussi parfois. Tu vois, je pense que tu te rappelleras sans doute qu'en 2022, il y a eu une pénurie de moutarde. Tu te dis quel rapport, je vais y venir. Quand il y a eu cette pénurie, moi mon premier réflexe, ça a été de me dire, attends, mais on nous l'a fait à l'envers là. Est-ce qu'il n'y avait pas une petite entente entre les fabricants de moutarde pour faire un peu monter les prix? Bon, en fait, il se trouve que non, j'avais tort. Je me suis un peu renseigné depuis. Et ben, il y avait vraiment une pénurie de certaines graines de moutarde françaises et canadiennes qui sont spécifiquement utilisées pour faire la moutarde de Dijon. Et je te dis ça pourquoi? Pour montrer que, en fait, ces tendances-là, on les a tous, pardon, en nous, et que c'est quelque chose que, à mon avis, on devrait regarder avec circonspection. Et c'est ça, à mon avis. Ça ne veut pas dire que, en fait, ce que tu appelles cette propagande, qu'il faudrait définir d'ailleurs, quelle est-elle cette propagande? Je serais pour qu'on accepte tout ce qui est dit par exemple, le gouvernement sans le critiquer. D'ailleurs, encore une fois, hein, moi j'ai été transparent sur mes votes. Je n'ai jamais voté pour Emmanuel Macron, j'ai voté blanc les deux fois où j'aurais pu voter pour lui. Et je suis d'accord avec toi quand tu critiques des gens comme, je sais pas, Sibeth Ndiaye, Marlène Schiappa ou d'autres. Là encore, pour essayer de rester dans le fond, je pense que ce qui nous sépare dans l'analyse et dans le discours, c'est que j'ai cette impression, et tu me corrigeras si nécessaire, que tu es très individualiste dans l'approche. C'est-à-dire que les grandes tendances, les biais que chaque individu a en soi, tu me parles que tu n'as pas voté Macron ou pas. En l'occurrence, ça n'est pas le sujet. Quand je parle de propagande, je parle d'une propagande qui s'installent par endroits, et ce sont des grandes tendances. C'est-à-dire que ça n'est pas né avec Emmanuel Macron. Au moment où on parlait tout à l'heure du référendum sur la Constitution européenne, déjà là, on avait eu une propagande pour le oui. Une propagande au sens du terme, c'est-à-dire la mise en place d'un message à l'échelle nationale en vue de défendre les intérêts d'un système en place. C'est la définition de la propagande. Et on est d'accord là-dessus. Je vais bien faire une parenthèse là-dessus. Oui, mais je vais juste finir. Alors vas-y, finis. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que ce que je préfère regarder, ce sont les grandes tendances. C'est-à-dire que les individus... Tout est moral dans les individus, tout est physique dans les masses. Je préfère regarder les masses. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on a vu avec le Covid-19, c'est dire à quel point on a été dupé, que Julien Pain lui-même a reconnu en septembre 2022 que c'était n'importe quoi. On a Julien Pain qui donne l'exemple, qui dit qu'il a contribué à servir les intérêts du gouvernement dans la mesure où il a dit n'importe quoi, ou en tout cas, il attendait de la part des scientifiques d'avoir des éléments définitifs, alors que cela n'était pas possible. Parce que par définition, on était dans une situation où les résultats de ce qui était mis en place, l'évolution de la pandémie, n'allaient pouvoir se faire que dans le futur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et Julien Pain explique qu'il a agi de la sorte parce que le pouvoir, et donc les fact-checkers, et en tout cas les experts, comme tu dis, qui ont servi ce message-là, je cite Julien Pain, ont eu peur que les Français paniquent et soient comme des poulets sans tête. Donc moi, c'est ça aujourd'hui, ce qui vraiment me fait peur. Alors, je te taquine volontiers, les exemples sur la moutarde, sur le bus, c'est fort sympathique. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est face à des grandes tendances tout à fait terribles, et c'est une sorte de résumé, on arrive gentiment vers la fin de notre échange, une sorte de résumé de tout ce qu'on s'est dit, parce que le portefeuille d'identité numérique, pour moi, va dans ce sens-là. On veut confisquer les cerveaux des gens à grands coups d'experts, et maintenant on va confisquer jusqu'à leur liberté individuelle même. Et cela me fait peur. Je l'ai bien compris que ça te fait peur. Et par certains aspects, c'est des peurs que je partage. Cependant, j'aimerais quand même relativiser certains points que tu évoques, parce que, tu vois, tu parles de propagande, tu disais que pour le référendum 2005, il y avait eu une propagande massive, c'est vrai, d'accord avec toi, et pour utiliser le terme, en fait, il y a eu deux propagandes.
La propagande, là, c'est vraiment, pour le coup, mon domaine d'expertise, quitte à employer ce terme, je me le permette, c'est la communication politique, c'est ce que j'ai étudié. Et la propagande, elle peut servir une cause, elle peut en servir une autre. Donc en fait, techniquement, il y a eu une forme de lobbying, ou de propagande, on peut appeler ça comme on veut, à la fois pour le oui, porté par certains acteurs, et à la fois pour le non, porté par d'autres acteurs. Moi, je me souviens à l'époque que j'étais... Attends, je finis. Je me souviens à l'époque que j'étais très très à gauche et que j'aimais beaucoup Besancenot, qui était plutôt pour le non. Donc, tu vois, ça, c'est aussi une forme de propagande. Et d'ailleurs, entre 70 et 80% du temps médiatique était consacré à cela, je te donnerai les sources. Donc là, par contre, je suis désolé, mais factuellement, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? C'est pas parce que c'est déséquilibré que c'est pas une propagande aussi. Je veux dire, une propagande, c'est pas nécessairement quelque chose qui serait majoritaire dans le temps de parole. C'est quoi? Je comprends pas le sens de l'argument là. Non, mais si tu veux, une propagande, 99% du temps, 1%, oui, effectivement, dans les deux cas, on parle de propagande, mais il y a aussi ce qu'on appelle la proportion. On est d'accord que ça n'a pas le même impact sur les esprits. Bien sûr que ça n'a pas le même impact. Et en même temps, j'ai envie de te dire, bon, factuellement, ce qui s'est passé, c'est que c'est le non qui a gagné. Donc ça prouve que déjà, cette propagande, elle a une portée limitée, même quand elle est majoritaire. En tout cas, elle est soumise à la pertinence de la propagande qui s'y oppose. Et tu vois, tu me reprochais, ou enfin, je sais pas si le terme est fort, mais tu disais que moi-même, je m'inscrivais dans cette propagande actuelle. J'ai envie de te dire que toi, tu t'inscris dans une propagande aussi qui est contradictoire avec la mienne. Et c'est pas un crime, hein. Je te dis pas ça pour nous mettre sur un pied d'égalité qui serait infamant. C'est juste qu'en fait, on a des opinions qui sont contradictoires et qu'on défend ces opinions. Mais finalement, c'est de bonne guerre, quoi. Oui, et sur le fond? Sur le fond de? Du sujet. Tu m'as parlé, j'ai réagi à ce que tu m'as dit. Tu m'as parlé, ça fait une longue tirade où tu me parlais de propagande, donc j'ai réagi là-dessus. Mais sur le complotisme... Mais dis-moi précisément sur quelle question? Sur le complotisme, sur ces confiscations du cerveau des gens à travers le biais des experts, sur les grandes tendances faites aux masses pour dominer plus que jamais les esprits et les populations? Ouais, tu vois, là, on va tomber un peu dans un dialogue de sourds parce que tu répètes tes éléments de langage, moi je vais répéter les miens. C'est-à-dire que moi je considère, contrairement à toi, que l'expertise ça a de la valeur. Et alors tu en rigolais de mon exemple avec le conducteur de bus, mais il est significatif. Et donc forcément, je peux pas être d'accord avec toi. Je pense pas qu'il y a des efforts qui seraient concertés ou pas d'ailleurs pour contrôler l'esprit des gens. C'est en tout cas pas plus d'un côté que de l'autre. C'est juste en fait, on a des opinions, on les défend et c'est pour ça que je te parlais de ça et que donc on est amené à prendre position et à essayer de convaincre. Voilà, donc est-ce que ça c'est une volonté de manipulation ou de contrôle des cerveaux? Moi je dirais pas ça comme ça. Nous si tu veux, nous sommes des nains sur les épaules des géants. Ah ouais, clairement, moi encore plus que toi. Non, mais qu'importe, c'est pas un concours, mais moi j'évoquais, si tu veux, le rôle de ces journalistes, de ces experts, pour reprendre ton terme, qui servent ces Attends. Je suis désolé, je suis obligé d'intervenir. Moi, quand je te parle d'experts, c'est pas nécessairement des journalistes. Là, moi, t'essayes d'associer ce terme-là dans ma bouche à des gens comme Julien Pain. Moi, Julien Pain, je le connais pas assez pour avoir une opinion sur si c'est un expert ou pas. De ce que tu m'en dis, je suis pas convaincu, mais j'en sais rien. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il y a des gens qui ont une vraie expertise, et c'est ces gens-là que moi j'écoute. Et c'est pour ça que dans mon podcast, quand je veux parler de Covid, je ne fais pas venir Julien Pain, je fais venir Stéphane Gaudry. Et sur le fact-checking en tant que tel, pour être peut-être sur la dernière question, et je te laisserai le mot de la fin, est-ce que tu penses que le fact-checking est une bonne ou une mauvaise chose? Parce que c'est vrai que c'est quand même ce qui a contribué à populariser les accusations de complotisme. Aujourd'hui, vraiment, tout l'est, ça devient assez bluffant. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose parce que le fact-checking est peuplé d'experts, ou qu'en penses-tu? Je pense que, comme beaucoup de choses dans la vie, c'est très très nuancé, c'est des nuances de gris. Et que donc non, le fait que justement, comme tu le dises, le fact-checking contribue à populariser un terme comme complotiste, c'est pas une bonne chose. Là-dessus, on peut être d'accord, je pense. Maintenant, la tendance qui vise à essayer de sourcer son propos, qui vise à essayer de trouver, en tout cas de chercher, on va dire, ce qui est factuellement vrai, ça me semble être une bonne démarche. Mais moi, je dirais que dans une certaine mesure, la plupart des gens essaient de s'inscrire là-dedans. Même toi, on n'a juste pas nécessairement la même vision de ce qui est plus ou moins probable, mais on a quand même ce même respect pour la démarche rationnelle, on va dire. C'est une belle conclusion. Effectivement, on finit sur un terrain d'entente. C'est déjà ça de gagner. Cher Noé, encore une fois, un grand merci d'avoir accepté ce débat, parce qu'il faut le souligner. Voilà, il y a eu des accroches, il y a eu des accords, il y a eu tout ça, mais le plus important, c'est qu'on ait discuté. Donc vraiment, un grand merci à toi. Et je te laisse avec grand plaisir le mot de la fin pour cette émission.
Rien de plus à ajouter. Je te remercie de ton ouverture au débat également. Il y a eu des petites accroches, il y a eu des petits points sur lesquels on pourrait élaborer, mais tout va bien. C'était une conversation par bien des aspects intéressante. Voilà, que du plaisir les amis. Rendez-vous donc sur la chaîne de Noé Jacomet pour suivre et découvrir son travail. C'est que du plaisir, on s'entretient entre nous, on se serre les coudes. Voilà, d'accord, pas d'accord, tant qu'on papote, c'est déjà ça de gagner. Merci à vous, chers spectateurs, d'avoir été là. On se retrouve demain pour le Juste Bistrot à 16h45. Ce sera là avant les vacances, donc ça va être un grand n'importe quoi. Merci beaucoup et à très bientôt. Hop, alors attends. Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille.